Ce webinaire vous est proposé par l'Agence régionale de l'orientation, par la région Normandie et par le CARIFOREF de Normandie. Il a vocation à être diffusé à un public un petit peu plus large, donc c'est pour ça qu'il est enregistré. Pour commencer, je voudrais vous faire un point rapide sur le périmètre de ce webinaire, hein, qui est dédié au métier du secteur sanitaire. Donc, est-ce que vous pouvez me faire juste un petit signe pour me dire si vous voyez bien ce que je partage? Alors, ouais, vous voyez bien, c'est bon? OK. Donc, on va peut-être commencer par dire de quoi on ne va pas parler. On va pas parler des professions médicales, hein, aujourd'hui, on va pas parler, des professions liées à la pharmacie. On est vraiment sur les métiers du secteur sanitaire, plutôt sur les métiers paramédicaux. Donc effectivement, les métiers du soin, de la rééducation. Dans les métiers paramédicaux, il y a également les métiers de l'assistance médicale et technique et de l'appareillage. On va pas faire de focus dessus aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les métiers du soin et de la rééducation. Dans les métiers du sanitaire, vous voyez ici, dans cette petite pastille, ce sont les métiers, qui sont, dont les formations sont organisées par la région et donc c'est vraiment sur ces métiers-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. On peut ajouter, il y a infirmier ici, mais il y a bien sûr, toutes les déclinaisons d'infirmiers, hein, infirmier de bloc, infirmier puère et puis, ces métiers-là. Pour, m'accompagner aujourd'hui, une belle tablée. Je vais vous demander, voilà, de les accueillir. Donc Hélène, bonjour Hélène, vous êtes chargée de projet au CARIFOREF de Normandie. Nathalie Bisson, bonjour Nathalie, vous êtes coordinatrice des soins et directrice qualité sécurité des soins et gestion des risques au CH d'Avranches, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'Elsa a pu nous rejoindre? Je suis pas sûre. Bien connecté. Ouais, ah super, bonjour Elsa, vous êtes cadre de santé puéricultrice au CHU de Caen. Alors, Géraldine Brock, bonjour, vous êtes directrice de l'IFSI-IFAS de Falaise et de l'IFAS d'Argentan. Bonjour à tous. Bonjour. Thibaut, c'est bien, vous êtes directeur des soins de rééducation à l'association Pierre Noël. Bonjour. Bonjour. Julien Pan, vous êtes directeur de l'IFRES d'Alençon. Bonjour. Bonjour. Martin Gendron, vous êtes en formation masseur kinésithérapeute. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour. Aurélien Ramy, vous êtes masseur kinésithérapeute. Enchanté, bonjour à tous. Bonjour. Alice Leroux, vous êtes chargée de projet formation sanitaire et sociale à la région Normandie. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Et moi-même qui suis chargée d'ingénierie de projet à l'Agence de l'orientation et des métiers. Quelques mots pour vous expliquer le déroulé de ce webinaire. Alors déjà peut-être les objectifs, hein. C'était vraiment de proposer ce webinaire à des professionnels parce que vous êtes et nous sommes tous chargés de mieux orienter les publics vers ces métiers et vers ces formations. Donc le but, c'est de vous outiller, de vous informer. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. On essaiera dans la mesure du possible de vous répondre. Alors on me dit dans le chat qu'on n'entend pas bien. Est-ce que vous pouvez me faire signe pour me dire si oui, vous m'entendez ou si effectivement il y a des problèmes de son? Le déroulé de ce webinaire, on va d'abord prendre le temps, une vingtaine de minutes, de faire un retour sur une étude qui a été menée par le CARIFOREF de Normandie. Donc c'est Hélène qui va nous faire ce retour sur une étude qui portait sur les besoins en professionnels dans le domaine notamment sanitaire. Ensuite, il y aura deux tables rondes qui vont se succéder, une dédiée au métier du soin pendant une trentaine de minutes et puis une dédiée au métier de la rééducation également pendant une trentaine de minutes. Ensuite, c'est Alice Leroux de la région qui va prendre le relais pour évoquer les financements des formations et puis les différentes voies d'accès. Et puis, on va terminer en faisant un point sur différents outils qui permettront à vos publics de mieux s'orienter. Donc, sans plus attendre, moi, je vous propose que Hélène puisse prendre la main pour nous parler effectivement de l'étude sur les besoins en professionnels du sanitaire et du social. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je me présente juste en deux mots. Donc, je suis Hélène Ramon, je suis chargée de projet au CARIFOREF de Normandie sur la partie OREF, qui est l'Observatoire régional emploi formation. Et j'ai réalisé une étude qui a été publiée en avril 2023 sur les besoins en professionnels du sanitaire et social. Et lors de cette présentation, je vais faire un focus sur les professions du sanitaire.
Donc, on peut passer à la diapo suivante pour que je puisse vous expliquer un petit peu l'ordre de mon intervention. Je vais vous rappeler un petit peu le contexte et les objectifs qui étaient sur cette étude, vous donner des chiffres clés sur les professions du sanitaire, ensuite des éléments d'identification des besoins en professionnels, les facteurs qui peuvent venir influencer justement ces besoins en professionnels, et ensuite terminer sur un petit exercice de projection à 2030. Alors, le contexte de l'étude, c'était des constats aussi nationaux qui faisaient que depuis la crise Covid, il y avait des constats sur l'urgence à travailler sur l'attractivité des métiers et les besoins en compétences dans ce grand champ du sanitaire et social, et également associer ce contexte au souhait de la région d'avoir une réflexion globale sur l'organisation de l'offre de formation. Alors, les objectifs qui avaient été attribués à cette étude, c'était donc de disposer d'un état des lieux sur à la fois les différents secteurs sanitaires et sociaux et social et les professionnels, d'identifier les tensions et les besoins aussi bien en cours qu'à venir, et de proposer une photographie de l'appareil de formation. J'interviendrai pas, moi, sur la question de la photographie de l'appareil de formation, mais sur les autres éléments. Mais sur l'appareil de formation, vous retrouverez les éléments dans l'étude, et je pense qu'il y a des intervenants qui vont en parler bien mieux que moi après. Donc, quelques chiffres pour cadrer un petit peu mon champ d'intervention, justement, sur les professions du sanitaire. Je fais bien le distinguo entre secteur et profession. Donc, les professions du sanitaire, donc, comme disait Alexandra, y compris dans l'étude, tout ce qui est professions médicales et pharmaceutiques ont été exclus, à l'exception pour l'étude des sages-femmes et des préparateurs en pharmacie qui ont été intégrés au champ. Donc, si on prend ce champ tel que je vous l'ai décliné des professions du sanitaire, les données qui proviennent du dernier recensement de population indiquaient plus de 96 000 professionnels du sanitaire, ce qui représente un petit peu moins de 8% des actifs de la région. Vous avez sur la diapo le détail des professions qui ont été retenues avec quelques éléments d'indication de chiffres. Les professions les plus représentées dans ce grand champ des professionnels du sanitaire, ce sont à quasi-égalité les aides-soignants et les infirmiers en soins généraux, suivis des agents de services hospitaliers. Et si on regarde un petit peu l'évolution globale de ces professions, elle est plutôt à la hausse entre les deux derniers RP, entre 2013 et 2019. Mais on constate bien évidemment des mouvements, j'allais dire, différents selon les professions. Les plus fortes hausses d'effectifs sont constatées sur les professions qu'on appelle autres spécialistes de la rééducation, c'est-à-dire que vous allez retrouver les orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens et pédicures-podologues dans cette catégorie. Et la plus forte baisse est constatée sur les infirmiers spécialisés. Vous avez dans les petits schémas à côté les indications de pourcentage, mais vous les retrouverez aussi dans l'étude si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin. Je continue sur mon identification un petit peu de tout cela. Le portrait des professionnels du sanitaire, qui fait partie des chiffres clés, il y avait un petit souci de pagination. Globalement, sur l'ensemble des professionnels du sanitaire, on retrouve majoritairement des femmes. En termes d'âge, la répartition plus ancien, plus jeune est assez identique à la moyenne des actifs normands, même si on trouve un petit peu moins de personnes âgées de 55 ans et plus, et un petit peu plus de jeunes de moins de 30 ans. Quelques caractéristiques, le temps partiel est plus élevé qu'en moyenne régionale, et le statut le plus répandu est celui du salariat, sachant que les salariés ont globalement des emplois relativement stables. Alors, quand on parle d'emploi stable, c'est CDI ou statut de fonctionnaire, qui sont stables et dans la même moyenne que les actifs normands. Vous voyez dans le petit cadre juste en bas de la diapo les données sur l'ensemble des actifs normands pour pouvoir comparer avec les professions du sanitaire, et je vous avais mis une petite pyramide des âges pour vous rendre compte un petit peu du vieillissement de cette population. Donc, dans la diapo suivante, des petites spécificités quand même par rapport à ces moyennes, puisque les professions du sanitaire englobent beaucoup de professions différentes. Certes, elles sont davantage féminines, mais quelques professions sont plus masculines, telles que, comme vous voyez, les ambulanciers, les spécialistes de l'appareillage médical ou encore les kinés. D'autres, à l'inverse de la vieillissement, sont beaucoup plus jeunes que la moyenne. Vous allez retrouver les opticiens et les audioprothésistes, tout ce qui est rééducation et les préparateurs en pharmacie.
Le temps partiel qui est déjà un petit peu plus élevé qu'en moyenne régionale, tout métier confondu, va être plus présent encore sur certaines professions, chez les puéricultrices, les sages-femmes ou encore les ASH. Et dans ce secteur du sanitaire, des professions s'exercent principalement, en tout cas de manière beaucoup plus élevée que la moyenne en exercice libéral. Et vous allez retrouver dans ces professions les kinés, les autres spécialistes de la rééducation et tout ce qui est appareillage médical aussi. Donc ça, c'était pour faire des petits distinguos selon les professions. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des tensions, puisque c'était un des sujets à aborder. Pour identifier les besoins professionnels du sanitaire, il y a également la possibilité de regarder évidemment le vieillissement de ces professionnels, et que globalement, si on regarde le visage des professionnels du sanitaire dans leur ensemble, ils sont un petit peu moins âgés, j'allais dire, que la moyenne. Il y a 14%, comme vous l'aviez vu sur la diapo juste avant, de professionnels du sanitaire qui ont plus de 55 ans. Mais cela cache beaucoup de disparités selon les professions. Et donc, on va retrouver notamment des professions qui vont avoir un grand nombre d'actifs qui sont en fin de carrière. C'est le cas des aides-soignants et des infirmiers en soins généraux, mais leur taux de départ est moins élevé que la moyenne. Par contre, vous allez retrouver à l'inverse des professions qui vont être très impactées, alors qu'ils ne sont pas forcément nombreuses en termes d'actifs, mais dont la part des 55 ans et plus va être très importante. Et vous allez avoir le cas des cadres infirmiers qui comportent 20% de 55 ans et plus, donc 20% de la profession qui est en fin de carrière, et également les kinés avec 19% de la profession qui est en fin de carrière. Ces éléments, vous les retrouverez aussi dans l'étude si ça vous intéresse. Et je souligne juste que la profession qui est la plus touchée, j'allais dire, sur ce vieillissement, qui à la fois intègre un grand nombre d'actifs de plus de 55 ans et dont la part est importante également, ce sont les agents de services hospitaliers, puisque plus de 4000 actifs sont en fin de carrière et ça représente 21% de la profession qui sera donc à renouveler. Donc voilà, tant pis, il n'y avait pas la diapo, mais j'ai pu vous expliquer un petit peu les choses. Sur les tensions, parce que l'identification des besoins vient du vieillissement, mais aussi des tensions que l'on peut constater actuellement. Vous connaissez certainement l'enquête BMO, besoin en main-d'œuvre. Alors j'ai actualisé à 2023, puisque dans l'étude c'était à 2022. En 2023, il y a près de 9000 projets de recrutement sur les professions sanitaires qui ont été émis. Ces projets de recrutement sont majoritairement des emplois durables. Alors, dans ce cas de figure, les emplois durables, c'est à la fois des CDI, mais également tout ce qui est contrat d'au moins 6 mois. Donc 91% d'emplois durables. Sur ces projets de recrutement, les employeurs estiment que 80% de ces projets de recrutement sont difficiles à recruter. Pour juste faire un petit comparatif au niveau, si on prend tout métier confondu au niveau de la région et des projets de recrutement, comment dire? Le pourcentage d'emploi durable est plus élevé dans les professions sanitaires, il est à 91%, alors que sur l'ensemble des métiers, il est plutôt autour de 80%. Par contre, la difficulté à recruter, si on prend l'ensemble des métiers concernés par BMO, c'est 70% jugés difficiles. Or là, le niveau, j'allais dire, de difficulté est jugé est un peu plus élevé. Donc, je vous ai mis un petit peu les spécificités sur certains métiers du sanitaire qui ont des taux plus élevés considérés comme plus élevés à difficulté à recruter. Pardon, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Et la répartition des projets de recrutement concernant les professions du sanitaire, dans l'ensemble de ces presque 9000 projets de recrutement, une grande partie, presque la moitié, concerne des projets de recrutement sur des postes d'aide-soignants. Voilà sur les tensions. Les tensions sont aussi captées, j'allais dire, à travers d'autres types de travaux. Il y a un travail qui est fait par la DARES sur les métiers en tension, qui est aussi décliné au niveau des territoires, enfin des régions et aussi des départements, me semble-t-il. Donc pour la Normandie, le niveau de tension sur les métiers du sanitaire, ce sont des niveaux de tension qui sont considérés très élevés dans toutes les professions, excepté sur les ASH, où la tension est estimée à moyenne. Et on constate, vous le constatez à travers le petit tableau, que le facteur de tension qui est commun à l'ensemble des métiers du sanitaire, c'est la problématique du manque de main-d'œuvre disponible. Donc voilà, je vous laisserai poser éventuellement des petites questions sur ces éléments-là.
c'est peut-être savoir que les besoins professionnels, on regarde les actifs qui vieillissent, les tensions qui sont sur le marché du travail, mais on regarde aussi la structuration, j'allais dire, des publics, des populations, etc. Il y a deux gros facteurs d'influence qui vont venir impacter également les besoins. Le niveau de besoin, en tout cas, c'est le vieillissement de la population. Alors ça, on parle beaucoup de métiers, mais le vieillissement de la population globale est c'est un facteur d'influence assez important. Et aussi, lié à ce vieillissement de la population, toutes les questions de dépendance et de perte d'autonomie. Donc, premier facteur d'influence très important, le vieillissement de la population. Vous constaterez quand vous aurez le document, du coup, que notre âge moyen en Normandie est un petit peu plus élevé qu'en France métropolitaine. L'âge moyen chez nous est de 42 ans,6, alors qu'au niveau de la France, c'est un petit peu moins de 42, c'est 41,7. On a une part de personnes âgées de 65 ans et plus qui est un peu plus de 21%. Elle est à peu près identique, hein, à 1% près, au niveau de la France. Mais lorsque l'on fait des projections qui sont effectuées, des projections de population et de vieillissement de population, il faut s'attendre à l'horizon 2050 à plus d'1 million de seniors dans notre région, ce qui représenterait 29% de la population de 65 ans et plus à l'horizon 2050. D'où les besoins qui pourront arriver derrière, et notamment des besoins en termes de prise en charge de la perte d'autonomie. C'est parfait? D'accord. Oui. Alors, je reviens sur mes petits facteurs d'influence. Vous avez sur la partie du vieillissement de la population normande des éléments d'information. On sait, en plus, la Normandie est quand même une des régions, si ce n'est la région qui va vieillir le plus, hein, j'allais dire, dans les projections. Sur la perte d'autonomie, actuellement, l'APA, que beaucoup connaissent, qui est comment on appelle, allocation pour les personnes en perte d'autonomie. Aujourd'hui, on a à peu près 73 000 seniors qui ont 60 ans et plus, parce que c'est à partir de 60 ans, qui bénéficient de l'APA, dont 62% bénéficient de l'APA à domicile, c'est-à-dire qu'ils sont pris en charge à leur domicile. Les projections qui ont été faites au niveau national et régional, donc là, je vous donne celle régionale, mais dans le petit encart, vous allez avoir les données sur la France métropolitaine, projette à 2050 plus de 2300 seniors qui seraient en situation de dépendance, ce qui constituerait 17% des seniors de cette période-là qui seraient considérés en situation de dépendance. Donc, bien évidemment, derrière des besoins de prise en charge de cette dépendance, et qui dit prise en charge dit besoin de professionnels. Alors là, j'ai fait un focus sur deux gros facteurs d'influence, hein, mais il y en a bien d'autres également que vous retrouverez aussi dans l'étude qu'on a analysée autour de la diversité des publics, notamment le handicap, au niveau du niveau d'équipement, hein, puisqu'un besoin en termes d'équipement induit aussi des besoins professionnels, et également tous les problématiques liées à la précarisation de la population. Donc, voilà, alors c'est moi qui vais faire la prochaine. Je vais terminer avec des projections. Alors, un travail de projection, il faut bien faire attention, hein, on n'est pas Madame Irma, hein, on n'a pas une boule de cristal disant qu'effectivement, il y en aura tant à créer, tant en ressources, etc. C'est pour donner une tendance. Et donc, il y a un travail approfondi qui a été réalisé par la DARES et France Stratégie dans un document que vous pourrez retrouver, hein, qui s'appelle Les métiers en 2030. Initialement, cette étude a été faite au niveau national, et ensuite, en 2023, les déclinaisons régionales ont été réalisées. Et là, je vous fais part d'une déclinaison régionale spécifique, donc du coup, en accent sur les métiers du sanitaire. Dans cet exercice de projection, pour la Normandie, près de 35 000 postes seraient à pourvoir tous les ans d'ici 2030. Parmi tous ces postes, à peu près 8% concernent les métiers du sanitaire. Alors, vous avez le petit schéma avec la petite balance, là, ça fait à peu près 2700 postes pour les professions du sanitaire par an qui seraient à pourvoir. Les constats qu'on peut faire sur ces projections, c'est que ce sont des métiers qui resteraient créateurs d'emplois, contrairement à d'autres, hein, où les suppressions d'emplois ou les disparitions d'emplois supplantent les créations. Le constat qui est fait à travers ces projections, c'est compte tenu des ressources en main-d'œuvre qui sont projetées, constituées principalement des jeunes débutants, mais il peut y avoir quelques mobilités interrégionales également de métier à métier, les ressources en main-d'œuvre seraient suffisantes pour couvrir les besoins de recrutement à cette échéance. Alors je mets surplus, c'est pas joli, hein, surplus de main-d'œuvre, mais en fait, il y aurait un excédent, comme on fait la bascule, le rapport plutôt entre le nombre de postes à pourvoir et les ressources en main-d'œuvre. Les ressources en main-d'œuvre dépasseraient le nombre des postes à pourvoir.
Il y a néanmoins quelques voilà, spécificités aussi par métier dans la diapo suivante. Oui, c'est moi qui ai la main, en fait. Donc, quelques spécificités par métier, il faut jongler un petit peu. Sur la catégorie enfin, sur la question des postes à pourvoir, ce qu'il faut savoir, c'est globalement, si on prend tous les métiers en Normandie, le pourcentage enfin, dans les postes à pourvoir, c'est essentiellement des départs en fin de carrière qui constitueront ces postes à pourvoir. La croissance de l'emploi est quasi à zéro, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura très peu de création nette d'emplois. Par contre, les départs en fin de carrière vont constituer l'essentiel des postes à pourvoir. Sur les infirmiers, la tendance est très inversée, comme certaines autres professions, c'est qu'il y a un taux le taux est très élevé en termes de création nette d'emplois, puisque les postes à pourvoir, pour 39%, ce serait, dire le conditionnel, c'est les projections, des créations nettes d'emplois. Sur les professions paramédicales, par contre, majoritairement, les postes à pourvoir seront des départs en fin de carrière. Autre petite spécificité sur les déséquilibres qu'il pourrait y avoir, je disais tout à l'heure que les ressources globalement seraient suffisantes pour couvrir les postes à pourvoir, mais par exemple sur le métier d'aide-soignant, c'est l'inverse. On pourrait s'attendre à une pénurie de main-d'œuvre avec des postes non pourvus chaque année. Contrairement au métier d'aide-soignant, tout ce qui est métier d'infirmier et les professions paramédicales, il est projeté le fait que les ressources en main-d'œuvre qui sont constituées essentiellement de jeunes débutants permettraient de couvrir les postes à pourvoir. Donc voilà, vous retrouverez tout ça. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux vous répondre après coup aussi. Sur les projections à 2030, vous retrouvez l'ensemble de nos travaux sur notre site et puis l'étude en question, d'où sont tirés ces éléments, vous les retrouverez ici aussi. Donc voilà, je vais me départager. Merci beaucoup, Hélène. Et le timing est merveilleux, Hélène. Ah, j'ai tenu, voilà, j'ai été. C'est parfait. Merci beaucoup. On va Merci vous à vous. laisser quelques minutes pour pouvoir poser des questions à Hélène. Je suis sûre que vous avez des questions sur tous ces chiffres qu'elle vient de nous exposer. N'hésitez pas à prendre la parole, à mettre votre micro ou à mettre une question dans le chat. Je vous laisse quelques instants pour vous manifester. Ou si parmi nous, je sais qu'il y a d'autres professionnels qui ont eux-mêmes des infos sur les tendances, n'hésitez pas à vous manifester. Je vois que vous êtes avec nous. Ou des ressentis de terrain, parce que c'est vrai Oui. que voilà, ça reste une étude avec des statistiques, des chiffres. Il y a des spécificités aussi qui apparaissent sur les territoires. Une Tout à moyenne fait. régionale et encore plus nationale ne reflète pas toujours la spécificité des territoires en infra, mais ça donne déjà un premier, ce que j'appelle des tendances en fait, sur ce qui peut exister et ce qui pourrait advenir. Monsieur Lenéché, bonjour. Bonjour, René Lenéché, chargé de projet à l'Opco Santé. Bienvenue. Déjà, merci pour la qualité de votre étude et les chiffres que vous avez présentés confirment la tendance qu'on avait déjà observée en 2022 sur l'Observatoire de l'emploi. On a réalisé au sein de l'Opco Santé sur le secteur. Ce qui m'interpelle, c'est le vieillissement de cette population et en fait, c'est l'accroissement des tendances qu'on avait observées et ça semble être encore plus marqué à travers les chiffres que vous avez présentés. Et la difficulté quand on met en place des POEC, donc des préparations opérationnelles en l'emploi des compétences, on a des besoins d'employeurs qui nous font part de besoins de recrutement en aide-soignante ou en ASH ou en AES. On fait pas de POEC sur infirmières parce que c'est des métiers beaucoup plus qualifiés, moins accessibles pour des publics éloignés de l'emploi. Pour autant, on a encore quelques candidats qui se présentent sur ces POEC-là, mais ils restent encore assez peu nombreux. Et ça demande beaucoup de préparation. Plus on avance sur les dispositifs qu'on mobilise, plus on a la difficulté de trouver des profils qui sont prêts à s'impliquer, à s'intéresser au secteur. Mais les chiffres que vous avez présentés confirment tout à fait ce qu'on avait déjà observé et même ça accentue ou ça accélère un peu les choses qu'on avait déjà observées. Mais ce qui m'a frappé, c'est une population qui diminue, qui vieillit, et ça reste un enjeu relativement important pour la région, quoi. Voilà. Oui, avec des niveaux de dépendance aussi qui s'accentuent. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais des niveaux de grande dépendance qui s'accentuent aussi. Les GIR qui sont de plus en plus élevés, ouais.
Tout à fait, oui. Nathalie? Oui, merci Hélène, effectivement, pour tous ces chiffres. En tant que coordinatrice donc sur le terrain avec les professionnels, je confirme cette baisse d'intérêt pour les métiers du soin et notamment effectivement sur les ASH et les aides-soignants. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Hein. C'est aussi, et nous les premiers dans les hôpitaux, hein, c'est la reconnaissance de ce métier. Il y a une reconnaissance, il y a un fort manque de reconnaissance par rapport aux ASH. Parce que effectivement, ce sont des métiers souvent à temps partiel qu'on va prendre parce qu'on va coucher un trou, il y a quelqu'un qui n'est pas là, et voilà. Et en fait, elles sont quasiment transparentes des fois, même dans un service. Il faut être honnête. Des fois, on passe à côté, on leur dit pas bonjour, alors qu'elles ont un rôle essentiel dans nos services, c'est-à-dire l'hygiène, ce qui est important. Et au contact des patients, elles sont quand même, le temps de faire le ménage dans une chambre, elles sont souvent la confidente du patient parce qu'elle n'est pas dans le soin direct physique, sauf pour les faisants fonction aides-soignants dans le médico-social, parce que ça aussi, il faut en parler. Hein. On a plus d'ASH faisant fonction AS dans le médico-social que de vrais AS. Voilà. Et donc, ces métiers-là, effectivement, sont très peu valorisés, ainsi que les aides-soignants, qui ont un rôle essentiel dans le soin. C'est elles qui passent le plus de temps auprès des patients ou des résidents, bien plus que l'infirmière, bien plus que le médecin. Et il est important, en fait, pour nous, dirigeants des hôpitaux, en tout cas, de travailler sur cette valorisation, pas que pécuniaire, mais aussi en termes de reconnaissance et d'implication et de les rendre aussi acteurs. Voilà. Je pense qu'il y a tout un travail à ce niveau-là aussi. Merci beaucoup Nathalie. Je vous propose qu'on continue la discussion justement en faisant un focus sur les métiers du soin. Vous nous offrez une transition parfaite. Merci Nathalie. Et qu'on fasse justement, donc j'accueille donc Nathalie Bisson, hein, Elsa L'Orphelin et Géraldine Brock pour cette première table ronde dédiée aux métiers du soin. Donc vous venez un petit peu de brosser le portrait du métier d'ASH. Peut-être en quelques mots expliquer comment les différents métiers du soin sont en synergie les uns avec les autres. Donc on a parlé d'ASH, il y a aussi aide-soignante et infirmier. Donc je ne sais pas, Nathalie, Elsa, peut-être quelques mots sur ces métiers, sur les missions bien spécifiques de ces professionnels? Alors, moi, je veux bien prendre la main. En fait, il faut partir du travail infirmier, qui est un travail, les missions sont à la fois des missions de rôle propre et de rôle sur prescription. Donc, l'infirmier va faire des actions, va mettre en place des actions au regard de certaines prescriptions médicales. Et ça, c'est voilà, c'est sous délégation du médecin. Et puis, de l'autre côté, elle a des missions de rôle propre. C'est-à-dire qu'elle est décisionnaire, qu'elle est formée et capable de prendre des décisions au regard de situation et de prise en charge. Et elle peut aussi elle-même déléguer certaines actions de son rôle propre sur les aides-soignantes qui, elles, vont prendre en charge le patient sur justement ces actions de rôle propre de l'infirmière. Ensuite, l'aide-soignante, elle a aussi, elle, quelque part, son rôle propre en termes d'hygiène et tout ça. Et l'ASH, en fait, va être aussi en regard sous la responsabilité et de l'aide-soignant pour une partie et des infirmières pour l'autre partie. Voilà, ça c'est un peu très grossièrement hein, le rôle voilà, de chacun, mais l'infirmière reste responsable bien sûr des actions de la prise en charge des aides-soignants et de l'ASH, avec le cadre bien sûr de santé qui chapeaute tout ça par-dessus. Voilà. En gros, grossièrement. Hein. Merci. C'est un vrai travail de collaboration quand même. Hein. Les trois doivent travailler ensemble. Bien sûr. Quand on a préparé, on a beaucoup et longuement évoqué les qualités qui sont nécessaires pour investir ces métiers, parce qu'évidemment, après ce que vient de dire Hélène et ce que vient de dire également Monsieur Le Néchet, il y a cette question de l'attractivité des métiers, l'attractivité des formations.
D'accord, il faut attirer des gens vers ces métiers, ces formations, mais quand même, ce sont des métiers qui nécessitent certaines qualités. Est-ce que, vous voulez bien en dire, quelques mots? Elsa ou Nathalie ou même Géraldine, on peut commencer aussi à évoquer du coup, les qualités nécessaires pour ces formations également, hein. Mmh. Alors, pour ma part, les qualités qui sont nécessaires pour travailler, auprès du patient, ça va bien sûr être tout ce qui va être l'empathie et l'écoute. Pourquoi? Parce qu'on gère de l'humain, donc on a besoin d'avoir ces qualités-là. Savoir faire preuve d'autonomie aussi, d'adaptabilité, parce qu'entre la théorie et la vraie vie, il y a toujours un petit delta. Entre ce qu'on a programmé le matin et ce qui va se passer dans la journée, les choses peuvent changer. Être patient parce que ça demande aussi pas mal de temps. Savoir réagir en situation d'urgence parce que, qu'on soit aide-soignante, infirmière, kiné, sage-femme, l'urgence fait partie de notre quotidien. Alors, il y a la petite urgence et la grosse urgence, bien évidemment, mais voilà, tout le monde y participe. Savoir travailler en équipe, savoir communiquer, parce que travailler en équipe dit communication et c'est pareil avec le patient. Donc ça, c'est toutes ces qualités-là qu'on attend à l'hôpital. C'est un métier qui est extrêmement riche et qui nous apporte beaucoup, hein, peu importe à quel grade on est. Par contre, ça demande aussi de la rigueur et de la discipline et être en capacité derrière de donner du temps et de savoir que parfois, on doit faire passer notre travail avant notre vie personnelle parce que on a tous été confrontés il y a pas si longtemps que ça à une grosse épidémie de Covid. Si on n'avait pas eu des agents motivés, volontaires et impliqués, l'hôpital n'aurait pas pu continuer de tourner. Donc, on a été beaucoup à laisser nos familles à la maison parce qu'on devait prendre soin de nos patients à l'hôpital. Et ça fait vraiment partie des règles du métier du soin, à savoir que ça demande du temps, certes, mais ça nous apporte énormément sur le plan humain. Voilà, et puis que l'hôpital reste ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on commence très tôt, on finit très tard, on travaille les week-ends, la nuit, les jours fériés, c'est les aléas du jeu. Mais derrière, on a quand même des belles récompenses qui sont d'accompagner nos patients, qu'ils soient petits ou grands, vers un retour à la maison serein et en tous les cas, on espère toujours vers un moyen de guérison. Voilà, donc il y a certes des inconvénients, mais il y a aussi énormément d'avantages à travailler à l'hôpital, en tout cas pour ma part. Et surtout que, comme l'expliquait Madame Bisson, il y a plusieurs grades pour travailler à l'hôpital. On peut très bien rentrer comme agent de service hospitalier, finir directeur des soins. Ça, c'est pas donné dans beaucoup de carrières. On en voit beaucoup qui passent tous les échelons. On a la chance de pouvoir bénéficier de la formation continue, donc de pouvoir être rémunéré pendant nos études pour pouvoir évoluer dans nos métiers. Voilà, moi j'en suis un parfait exemple. J'ai commencé comme infirmière, j'étais après infirmière puéricultrice parce que je me suis spécialisée après. Et derrière, j'étais cadre de santé. Voilà, donc là, rien ne s'arrête, hein. Je n'ai pas encore fini ma carrière, donc il y a encore d'autres options derrière moi. Mais voilà, ça, c'est une chance qu'on a à l'hôpital. C'est qu'on peut faire plusieurs métiers dans une seule vie professionnelle et dans tous les cas accompagnés par nos établissements. Et ça, je pense que c'est important de le souligner aussi. Je suis complètement d'accord avec Elsa. Si vous permettez de compléter, je suis complètement d'accord. Moi-même infirmière, moi après cadre de santé, cadre sup et directrice de soins, voilà, dans la même filière. Et on est fiers et on n'oublie pas d'où on vient. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'on est directeur qu'on ne se rappelle pas comment c'est sur le terrain. Et c'est peut-être aussi notre grande force. C'est que justement, on vient du terrain et que l'on peut apporter énormément auprès des autres directeurs qui n'ont pas connu le terrain. Et on garde le lien, on fait le lien entre le terrain et effectivement les autres membres de la direction. Je suis d'accord aussi sur le fait de l'importance de la formation continue parce que elle permet effectivement l'évolution, donc les spécialisations. Maintenant, on a des infirmières de pratique avancée, donc l'hôpital se modernise beaucoup par rapport à ces métiers. Et puis, on a plein d'autres nouvelles technologies qui font que on opère avec des robots, on a des intelligences artificielles, notamment en imagerie. On a aussi beaucoup d'appareillage maintenant avec toutes les productions 3D pour la réadaptation et la rééducation. Ça, c'est important aussi. Donc, ce sont des métiers qui évoluent aussi avec le temps, avec la société, qui s'adaptent.
d'où la grande capacité d'adaptation des soignants. Hein, c'est en moment de crise, mais aussi dans l'évolution des métiers. Et en ça, la formation continue est un apport important, aussi bien pour l'évolution dans le corps de métier, mais aussi en termes d'attractivité. Nous, on peut voir que quand on accueille des nouveaux arrivants avec des parcours professionnalisants, on a beaucoup plus de chances de recruter nos jeunes qui sortent des écoles, qui des fois ont déjà une idée de projet, et quand ils se sentent accueillis et déjà entendus sur un éventuel projet, ça aide beaucoup en termes de recrutement et de fidélisation. Parce que le recrutement, c'est une chose, mais il faut arriver à les garder. Et ça, ce n'est pas si évident que ça si on n'est pas acteur avec eux du projet professionnel qu'ils peuvent avoir. Oui, donc si je comprends bien, donc c'est des métiers certes d'exigence, mais des métiers de sens, des métiers dans lesquels on peut évoluer, et puis des métiers qui évoluent aussi de fait avec la modernisation. Et tout ça, ça fait partie du facteur d'attractivité. Oui. Quand on a préparé, on a évoqué aussi le fait qu'il fallait que les jeunes se projettent pas seulement sur des formations, mais sur des métiers et donc sur la réalité de ces métiers-là. Comment ils peuvent faire pour se projeter? Alors jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas les gens qui souhaitent se diriger vers ces métiers, quels outils ils ont pour connaître la réalité des métiers avant de se lancer? Alors parfois, je sais qu'on peut, nous, accueillir, des stagiaires. Alors souvent, bon, on attend quand même qu'ils soient majeurs parce que bien évidemment, c'est compliqué d'avoir des stagiaires mineurs à l'hôpital. Il y a pas mal aussi de phases de reconversion professionnelle. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de voir dans son entourage qui peut donner les infos, parce qu'on arrive toujours à trouver quelque part une infirmière, une aide-soignante qui peut nous renseigner. Ça peut être l'infirmière libérale qui travaille à côté de chez vous, qui elles aussi, hein, régulièrement, peuvent avoir des stagiaires avec eux. Parce que bien évidemment, il y a les métiers du soin à l'hôpital, mais il y a aussi ceux en dehors de l'hôpital, parce qu'on peut aussi faire plusieurs carrières en dehors. Voilà, c'est essayer de se renseigner un maximum, si possible, venir sur le terrain, parce que parfois se confronter à la réalité, c'est important. Voilà. Après, on parlait tout à l'heure, justement, vous disiez des technologies qui évoluaient. Moi, j'ai par exemple des secrétaires, ça fait 30 ans qu'elles sont dans la même spécialité. Et quand on leur pose la question de savoir pourquoi elles n'ont pas souhaité changer, c'est justement parce qu'elles me disent qu'entre ce qu'elles faisaient il y a 30 ans et ce qu'elles font maintenant, les choses ont énormément changé, les pathologies évoluent, les prises en charge aussi. Donc, en fait, elles se réinventent au fur et à mesure des années et quitteraient leur spécialité pour rien au monde, parce qu'en fait, elles continuent à apprendre des choses. Et ça, je pense que c'est aussi important de le souligner, c'est qu'on apprend tous les jours, et qu'entre ce qu'on a fait quand on a débuté nos carrières et ce qu'on fera à la fin, il y a un grand pas. Et tout change tout le temps, et c'est hyper intéressant parce qu'avec un même métier, on fait différentes carrières. Monsieur Le Néché, vous aviez une remarque? Ah pardon, Nathalie Bisson, je vous en prie. Non, juste pour expliquer aussi qu'il est possible, donc, tout comme Elsa, de faire des journées d'observation. Effectivement, on préfère prendre des majeurs parce que bon, c'est mieux. Alors, nous, on prend aussi quelques mineurs quand ils sont déjà un petit peu dans la filière au niveau des lycées ou des bacs pro, les choses comme ça. Même s'ils sont mineurs, on les prend quand même parce qu'ils sont déjà quand même engagés dans un processus de formation du soin. Nous, on a considéré, par exemple, sur le Sud-Manche, que moi, je vais dans chaque IFSI-FAS. J'ai ouvert tous mes lieux de stage au plus grand nombre. Mais en fait, j'ai estimé qu'il fallait aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, il faut capter les jeunes dès le lycée, dès le collège. Et en fait, j'ai envoyé un courrier à tous les collèges, lycées du Sud-Manche. Et en fait, on s'est proposé de venir avec des ambassadeurs des métiers et de venir expliquer en fait à quoi ça consistait chaque métier, et pour qu'ils en entendent aussi en parler de l'hôpital, enfin en tout cas des métiers en positif, parce que quand on écoute les médias, c'est souvent quand il y a des crises et c'est souvent du négatif. Donc voilà, et en fait, on met en place avec les principaux de collège. Alors, les principaux de collège ont beaucoup plus répondu que les proviseurs de lycée. Parce qu'ils ont été très intéressés. Et en fait, l'objectif, c'est que nous, on intervienne chez eux et qu'on organise une journée de visite, de découverte de l'hôpital avec les élèves pour désacraliser aussi et puis faire ouvrir l'hôpital aussi un peu plus à tous ces jeunes.
Voilà, c'est des idées qu'on a mis en place et c'est plutôt bien. Oui, tout à fait. On reviendra sur cette question des ambassadeurs, puisqu'à la fin, on va parler des outils et notamment de Destination Métier, qui est une plateforme sur laquelle on peut trouver des offres de stage, d'immersion et puis un certain nombre de professionnels qui sont à disposition pour échanger sur les métiers. Il y a plusieurs questions dans le chat, mais d'abord, Monsieur Lenéché, vous aviez une remarque précédemment. Oui, pour informer, sensibiliser les jeunes publics. Il y a les ambassadeurs, mais comme vous allez en parler en fin de réunion, je peux y revenir. Il y a aussi bientôt le salon de l'orientation qui a lieu à Caen le 15, 16, 17 février, qui à destination des lycéens, des étudiants, des salariés en reconversion et des demandeurs d'emploi. Et c'est le moment où il faut être présent pour expliquer son métier. Et je lance un petit appel. On cherche des personnes pour pitcher, présenter son métier à destination des jeunes. Ça dure un temps très court, hein, c'est 10 minutes, mais c'est aussi le moyen de se mettre en relation avec eux pour pouvoir les sensibiliser. Et sur les visites aussi, c'est quelque chose qui est des immersions dans vos établissements. Alors, je sais qu'il y a la problématique de l'âge, notamment pour les stages de 3e, mais ça peut s'organiser avec un ensemble un cadre, bien sûr, qui doit être sécurisé, mais c'est des choses, oui, plus on en parle tôt, mieux c'est. Et notamment, je sais qu'au niveau des lycées aussi, il y a des périodes d'immersion, de visites d'école, de visites d'établissement qui sont organisées, mais c'est à la discrétion des proviseurs d'établissement. Et en fait, certains sont plutôt proactifs que d'autres. Voilà. Oui, tout à fait. On fera un point sur ces éléments, sur notamment le salon en fin de session. Il y avait Madame Loiseleux qui avait une question. On vous écoute. Oui, bonjour. 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 Je me présente, donc je suis ingénieure pédagogique pour un centre de formation et je suis spécialisée dans tout ce qui est sanitaire et social. D'où ma présence ici aujourd'hui et puis de voir des chiffres qui sont intéressants. On parlait d'attractivité et puis effectivement comment les futurs soignants et soignantes peuvent se projeter dans ces métiers-là. Et moi, je sais qu'on propose une formation maître d'apprentissage pour pour tous je ne trouve pas le mot, les travailleurs dans la fonction hospitalière. Et comment dire, je voudrais savoir, est-ce que ça, du coup, ça se développe? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça marche? Est-ce que, voilà, concrètement, un retour terrain, quoi? Je ne sais pas qui est à même de. Vous voyez tout ce que c'est la formation? C'est une petite formation de maître d'apprentissage. En fait, vous apprenez, c'est tuteur, en fait. Vous apprenez à être tuteur, à tutorer, du coup, des jeunes, mineurs ou majeurs. Je comprends la complexité d'accueillir un mineur, hein. Et puis, justement, sur une certaine période, de l'accompagner, de lui montrer, en gros, c'est quoi l'activité, les collègues, le fonctionnement d'un service, etc. Et puis, il y a des retours qu'effectivement, tiens, ça me plaît bien, je continuerai bien. Donc, est-ce que ça, concrètement, c'est mis en place et est-ce que ça marche? Voilà. C'était ma question. Je vais répondre pour la partie OPCO. On prend en charge le financement des formations tuteurs sous réserve qu'ils soient adhérents de la branche, parce que c'est une formation qui dure assez longtemps. Il y a plus de 40 heures de formation, mais des formations sont proposées pour devenir maître d'apprentissage et tuteur. Et c'est assez conséquent, en fait. Et le fait de former des professionnels pour accueillir, accompagner et transmettre les compétences, c'est essentiel. Ça fait partie aussi des éléments qui vont faire que l'établissement et la structure est plus en avance et plus consciente de son rôle, notamment tous les établissements qui travaillent sur leur marque employeur. Quand ils recrutent ou qu'ils identifient, ils font la promotion de leurs établissements. C'est d'autant plus pertinent quand ils ont des maîtres d'apprentissage ou des tuteurs qui sont formés. Moi, je trouve que c'est justement une super idée, ça, pour l'attractivité du métier et puis pour que le jeune, je dis jeune, les futurs soignants, en fait, conscientisent un petit peu le métier. Mais je voudrais savoir, voilà, est-ce que ça se développe et est-ce qu'il y a du résultat concrètement? Merci pour vos réponses. Géraldine, je crois, voulait intervenir. Donc le tutorat, en fait, nos métiers sont des métiers avec des identités professionnelles fortes. Ça se voit parce que là, nous travaillons et nous échangeons sur le métier des gens de terrain, moi dans la formation, et on peut utiliser exactement les mêmes mots et s'inscrire dans les mêmes réalités.
parce que nous partageons une identité professionnelle. Et dans cette identité professionnelle, il y a une formation initiale et des actions de formation continue qu'on a déjà évoquées. Le tutorat, en fait, est inclus dans la formation initiale depuis 2009. C'est-à-dire que tous les professionnels des métiers à partir d'infirmiers sont forcément formés au tutorat dès leurs études, en fait, professionnelles. Ça peut évidemment être renforcé parce que ce n'est pas forcément suffisant et puis ça peut être délicat de se saisir de fonctions d'encadrement quand on est dans l'apprentissage d'un métier et la maîtrise d'un métier. Donc ça peut se compléter par de la formation continue et des formations au tutorat qui sont normées avec un cahier des charges et des attendus assez précis pour chacun des métiers paramédicaux. Par contre, récemment, parce que c'est quelque chose, on l'entend, qui est fondamental, il a été intégré aussi pour les aides-soignants. On parlait de valorisation du métier, de visibilité aussi, disait Madame Bisson, vous m'arrêtez si je me trompe. Et donc, les aides-soignants, depuis 2021, dans leur nouveau programme, ont également des notions de pédagogie, d'accompagnement et de transmission des savoirs entre pairs. Parce que peut-être ce que l'on n'a pas évoqué, c'est que les métiers de la santé sont aussi des métiers d'action à haute responsabilité et donc des métiers d'expérience. C'est-à-dire que la formation initiale nous donne un package minimum de survie professionnelle et d'adaptabilité. Et derrière, l'expérience professionnelle et la cooptation, on parlait aussi tout à l'heure avec Madame Bisson de collaboration, le travail avec les ASH, les AS plus expérimentés, les médecins, font que finalement, on va augmenter chacun notre panel de compétences. Et donc, dans cette dynamique-là, la formation initiale a intégré dans l'ensemble des métiers paramédicaux la capacité à apprendre de ses pairs, à encadrer des pairs et à transmettre. Et c'est quelque chose qui tente à se développer et sur lequel on insiste un peu plus. Alors, je ne sais pas après, sur mes collègues de terrain, quelle déclinaison elles envoient, mais moi, je vois que c'est une tendance forte parce qu'elle est fondamentale, effectivement, pour pouvoir accompagner le jeune professionnel dans ses prises de fonction. Tout à fait. Merci Géraldine d'aborder ce point-là parce qu'effectivement, rien de mieux qu'un père qui parle à son père et qui explique les choses, l'apport d'expérience, le partage d'expérience et aussi le travail collaboratif qui fait qu'on va monter en compétences. Je compare souvent quand je vais voir les étudiants, je compare souvent avec le permis de conduire. En fait, quand ils sortent de l'école, ils ont les bases pour démarrer, pour conduire. Voilà, ils ont le code de la route, ils ont les choses. Mais c'est en fait à force de conduire qu'on conduit de mieux en mieux. Et voilà, donc je fais souvent ce comparatif et je suis complètement d'accord avec Géraldine sur le fait qu'il faut développer ce tutorat encore plus, il faut encore aller plus loin. Et quand un nouvel arrivant ou un stagiaire vient dans un service et qu'il a un tuteur, parce que même un nouvel arrivant, il faut lui mettre un tuteur pour prendre ses repères, pour monter en compétence au sein d'une spécialité. Voilà, ce sont des bases générales que tout le monde a, et après, en fonction de la spécialité, on monte en compétence. Et quand on a un tuteur qui nous accompagne avec ce petit livret de montée en compétence, on se sent attendu, accueilli. Et c'est à la fois, rassurant. Hein, on se donne le droit de ne pas être hyper performant dès l'arrivée. Et ça, c'est important parce que des fois, ça peut aussi freiner, ça peut faire peur. Et on a une fuite aussi des jeunes. Voilà. Donc, merci Géraldine, c'est vraiment ça, quoi. C'est important là ce que vous soulignez. Après, on aura une question de Madame Ferré, mais juste pour revenir sur, voilà, on apprend beaucoup sur le terrain et du coup, comment sont sélectionnés maintenant les candidats? On peut approfondir un petit peu cette question des formations et des prérequis pour les candidats, Géraldine, si vous voulez bien? Alors, la sélection pour les métiers d'aide-soignant, ce sont des métiers qui n'exigent pas de diplôme, de disposer d'un diplôme pour rentrer, mais on l'évoquait et Monsieur Lennéchet en parlait un petit peu aussi tout à l'heure, ce sont des métiers qui demandent à pouvoir mettre du sens et de l'engagement au service d'actions à responsabilité. Je dirais que ces 4 mots-clés,
qui cohabitent ensemble. Donc, nos modalités de sélection vont venir chercher finalement les candidats dans la capacité à réaliser un dossier. L'épreuve écrite est constituée d'un dossier qui doit être complet. Cette complétude est une épreuve en soi. Les notices peuvent faire jusqu'à 12 ou 13 pages. Donc, ce n'est pas anodin d'arriver à saisir l'intégralité des consignes et de compléter parfaitement son dossier. Et dans ce dossier, on demandera des éléments assez classiques type CV, identité, mais on demandera également d'écrire des situations de soins et de motiver son projet. Voilà les tendances et les éléments sur lesquels on se base. Et la suite est un entretien oral pour les aides-soignants avec un jury qui est forcément constitué d'un professionnel d'un institut de formation et d'un professionnel de terrain. Voilà, parce que nous tenons à croiser nos regards pour tenter de voir au mieux le projet de chaque candidat et l'adaptabilité de ce projet à nos attendus de formation et à nos attendus métiers. Donc voilà comment se situe la sélection. Ça, c'est la voie, je dirais, la plus classique, mais il existe de plus en plus de voies d'accès. Les ASH, on en parlait tout à l'heure, l'employeur peut dorénavant inscrire directement des ASH en formation aide-soignant, sans passer par cette voie de sélection, sur la base de l'expérience et des compétences acquises sur le terrain. Donc il y a un temps d'emploi un minimum à respecter pour justement garantir ce bagage expérientiel. Mais après, l'employeur peut lui-même, en interne, dans ses organisations managériales, déterminer qui il souhaite soutenir en formation continue et inscrire en formation aide-soignant. Ça, c'est une autre voie. Et puis, nous avons aussi ouvert les aides-soignants à la VAE. Validation des acquis de l'expérience, donc est une voie qui est de plus en plus utilisée, auquel les instituts participent notamment en termes de jury. Et donc là, il y a des accompagnements sur la constitution d'un premier livret qui est administratif et de forme, et puis un livret 2 pour l'acquisition des modules du programme, qui est un exercice de fond, d'explicitation de sa pratique et de son expérience. Donc voilà les grandes voies. Une quatrième vient s'implémenter dans certains instituts, c'est l'apprentissage. Les aides-soignants peuvent aussi rentrer par apprentissage à travers, alors pour la Normandie, ce que l'on appelle le CFA-PSS, qui est le CFA porteur des formations du sanitaire et du social. Chaque institut, public ou privé, est conventionné avec ce CFA et nous pouvons avoir des candidats sélectionnés là par le CFA et l'employeur qui nous sont proposés directement à l'entrée dans nos instituts sur la base d'un quota maximum. Ça, c'est pour la filière aide-soignante. Et puis, pour la filière infirmière, il y a deux grandes voies. La voie Parcoursup, qui est la voie du post-bac. Alors, bac pro, bac technique, bac général. Tout type de bac permet de s'inscrire sur Parcoursup en infirmier. Et puis, nous avons une deuxième voie, la voie qu'on appelle formation professionnelle continue, ouverte à la reconversion professionnelle et puis à la formation continue des personnels déjà salariés dans le domaine, où là, il faut avoir 3 ans de cotisation à la sécurité sociale pour pouvoir monter un dossier d'inscription classique dont la complétude comptera pour pouvoir être admis. Et puis là, il y aura 2 épreuves écrites de 30 minutes, calcul et rédaction, analyse d'un texte sur un thème sanitaire, et ensuite un oral. Donc un oral sur la même base que les aides-soignants, un binôme, un professionnel d'institut, un professionnel de terrain, et puis l'explicitation et la démonstration des motivations et de l'aptitude à suivre la formation. Un oral de 20 minutes. Et la compilation de ces notes fait un classement. Voilà les voies d'entrée. L'apprentissage existe chez les infirmiers, mais à partir de la 2e année seulement. Et petite particularité, parce que c'est très rare, il n'existe pas de VAE infirmière. C'est presque une exception dans la dynamique nationale et européenne de la VAE. Ouais, merci de le repréciser. Pour le moment,
Par contre, quand on est infirmier, qu'on veut passer, par exemple, être IBOD, hein, on peut être infirmière de bloc et puis vouloir passer infirmière de bloc opératoire diplômée d'État. Là, il y a possibilité de faire des DAE. Par contre, ce n'est pas possible pour infirmier anesthésiste. D'accord. Il y a des petites spécificités, effectivement, au métier et qui peuvent résonner avec la notion de responsabilité que ces métiers recouvrent. Oui, tout à fait. Il y avait une question, je ne sais pas si c'est une main levée qui est restée levée. Madame Maud Ferré, vous aviez une question? Oui, bonjour, je me Bonjour. présente, Maud Ferré, je suis conseillère en insertion professionnelle au sein de l'Agence pour l'éducation par le sport. Et en fait, j'ai bien entendu le fait que, en formation, au cours de leur formation, il y a une formation pour le tutorat. Donc, je me pose la question de savoir si, en ayant une formation tutorat, il y a également la formation pour être capable d'être maître d'apprentissage. Et j'ai également entendu, tout ce qui concernait, les autres formations, notamment la voie de l'alternance et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui complique le fait de trouver une alternance pour une formation auxiliaire puériculture? Parce que j'ai accompagné plusieurs personnes, notamment des jeunes filles qui voulaient rentrer en formation en alternance pour devenir auxiliaire de puériculture, notamment une qui était mobile sur plusieurs secteurs. Donc, pour le coup, elle était mobile sur Le Havre, Rouen. Elle s'est même déplacée, jusque Caen et Paris pour trouver une alternance. Elle a eu beau postuler, avoir un dossier de candidature qui était magnifique. Elle n'a jamais trouvé d'alternance, en fait. Donc j'aimerais, savoir s'il y a une explication à ça ou si, enfin, j'attends vos retours, en fait, du terrain pour savoir à quoi ça peut être dû. Merci pour cette question. Alors, est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse à apporter? Alors, je ne connais pas les raisons pour les autres hôpitaux parce qu'en fait, chaque établissement va avoir sa raison, hein. Il y a plusieurs petites choses quand même qui ne sont pas si simples. C'est comment on intègre quelqu'un dans une équipe où on a des plannings en roulement, où on a des organisations qui sont très tendues, hein, il faut le dire, très rigoureuses et tendues. Et bien, comment on intègre en fait un professionnel qui va être une partie présente et une partie absente. Donc ça, c'est la première, c'est ce qui rend aussi parfois l'établissement frileux. Bon, après, rien n'est impossible non plus, hein. Après, c'est assez nouveau pour les hôpitaux, hein, cette notion d'alternance. Donc, il faut avoir le temps de réfléchir à tout ça. Et puis, il y a aussi le coût, hein. Le coût, les DRH ne sont pas forcément les plus ouverts sur le sujet, en tout cas certains ou certaines. Et après, c'est comment réussir à faire comprendre l'intérêt, parce que c'est un investissement sur le long terme. Et à la différence d'une aide-soignante, par exemple, que l'on va accompagner dans un projet professionnel pour être infirmière, elle a un contrat d'engagement derrière. C'est-à-dire on l'accompagne, on la finance, mais en regard, elle a une obligation de rester dans nos hôpitaux à travailler. Voilà. Une alternance, un apprentissage par alternance, là, on peut accompagner l'agent et l'agent, à la fin, peut dire moi, je pars ailleurs. Et en fait, il n'a aucune obligation. Et ça, je pense que ça freine aussi beaucoup les choses au niveau des établissements. Ce sont quelques éléments que je peux apporter. Après, voilà. Il y a peut-être d'autres raisons que je n'ai pas. Oui, je pense que c'est une raison que l'on rencontre, nous, par rapport aux candidats qui souhaiteraient de l'apprentissage et qui ne trouvent pas d'employeur. Je pense qu'on peut insister sur l'aspect nouveau, hein. Ce sont des voies d'accès nouvelles et donc il faut le temps aussi que nos organisations puissent en voir les tenants et les aboutissants. Certains établissements, et hospitaliers commencent à tenter les choses et attendent aussi le retour pour pouvoir voir si cette voie est une voie à favoriser, une voie à prendre en compte, si ça convient effectivement aux aléas organisationnels
que l'on peut rencontrer. Donc, je ne pense pas qu'on puisse encore tirer de conclusion ou de vérité parce que finalement, on commence. Voilà, donc on commence l'apprentissage. C'est plus facile, sur l'année dernière, de convaincre des petites structures sur des formations courtes comme aide-soignante parce qu'il y a un fort besoin. Ça ne dure qu'1 an et donc c'est moins complexe à organiser. Pour infirmier, c'est 2 ans. C'est co-construire une alternance de stage avec un institut pour que ce soit conforme au programme et aussi possible dans l'établissement qui s'engage. Et donc, c'est déjà, vous voyez, un dispositif avec une ingénierie pédagogique beaucoup plus conséquente. Donc, ça prend un petit peu de temps à instaurer. Mais voilà, c'est quelque chose qui démarre plutôt favorablement. Oui, moi, j'avoue, moi, j'ai une professionnelle en alternance pour débuter, pour voir, effectivement, pour observer comment ça se passe. Alors, sur le cas des auxiliaires puéricultrices, en tout cas, moi, sur mon établissement, j'ai aucun besoin parce qu'il faut savoir aussi que les services de pédiatrie, il y en a de moins en moins. Donc, effectivement, maternité, bah, c'est pareil, il n'y en a pas énormément. Enfin, pareil, ça ferme aussi, hein, pas mal. Donc, effectivement, quand il y a en plus une spécialité comme ça, bah, c'est aussi en fonction du besoin et ça complexifie forcément le processus. Alors, je me permets, on va passer la deuxième table ronde. Monsieur Le Néché, vous aviez une dernière remarque peut-être pour clore cette première table Pour ronde? dire que sur l'alternance, le secteur de la santé est un des secteurs qui a mis en place l'alternance et l'apprentissage dans les derniers secteurs, contrairement à l'industrie, par exemple. Donc, c'était pas initialement culturel, mais depuis qu'ils se sont investis sur ce champ-là, tous les ans, on observe, alors je vais pas vous faire la litanie des chiffres parce que c'est pas l'objet, mais une augmentation du nombre de contrats en apprentissage et en alternance. Donc c'est quelque chose qui prend une certaine ampleur et ça demande du temps. Ça, c'est clair, c'est ce qu'ont dit les précédentes intervenantes. Et c'est un moyen, par contre, pour beaucoup d'établissements de compléter leurs équipes et de les garder. Il s'avère que parfois, oui, ils vont voir ailleurs, mais ça, je dirais, c'est le jeu de la vie d'une entreprise. Mais généralement, dans les chiffres qu'on a dans 2/3 des cas, tout métier confondu, hein, bien sûr, donc social et sanitaire et santé, et c'est les 2/3 qui restent quand même au sein de la structure dans les 2 ans. D'accord, merci. On va avancer sur la deuxième table ronde. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Géraldine, vous vouliez rajouter un petit quelque chose? Allez-y. Sur le voie d'accès très rapide, c'est Oui. qu'on a évoqué très vite les passerelles. Il y a énormément de passerelles dans nos métiers entre le sanitaire et le social. Dès le niveau aide-soignant, un AES, un accompagnant éducatif et social, peut devenir AES avec moins de modules et vice-versa. Donc, tout est pensé en passerelle, kiné, infirmier, tout le paramédical a des passerelles. Mais je n'ai pas évoqué aussi les passerelles des étudiants qui tentent de faire médecine ou pharmaco et qui peuvent revenir au niveau infirmier aussi, donc les passerelles universitaires, notamment avec les nouveaux programmes d'expérimentation. Donc, voilà, c'est une autre voie d'accès. On pourra en parler tout à l'heure, peut-être à la fin des 2 tables rondes. On prendra peut-être un temps pour détailler un petit peu ces questions des passerelles, si ça vous va. Du coup, pour la deuxième table ronde, on va accueillir messieurs Sébir, Pan, Gendron et Ami. C'est marrant, on avait une table ronde féminine et puis là, une table ronde masculine. Je ne veux pas en tirer de conclusion, mais est-ce qu'il y aurait des tendances à ce que ce soit genré comme métier? Messieurs, peut-être quelques éléments pour évoquer voilà, de quel métier on va parler et peut-être quelques éléments sur les missions spécifiques de ces différents métiers. Je crois que c'était Monsieur Sébir qui intervenait sur cette question-là. Oui, donc l'idée, c'est de parler peut-être un peu plus spécifiquement on va dire déjà 3 métiers de la rééducation qui sont kiné, psychomotricien et ergothérapeute. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Madame Brock qui parlait des métiers d'expérience. Sur la rééducation, on a tendance à dire aussi c'est des métiers d'expérience, bien entendu, mais aussi des métiers d'expertise, puisque vraiment chaque domaine va avoir des spécificités et une expertise propre. Alors ça reste des métiers qui sont, moi je dis toujours qu'ils sont cousins en fait, parce que c'est vraiment des métiers de la rééducation qui vont avoir des éléments particuliers entre eux. Alors kiné peut-être qui va être un petit peu plus détaillé, puisqu'on a la chance d'avoir un kiné diplômé et un étudiant kiné aussi présent.
On a déjà peut-être une image un peu plus connue du métier, mais un métier qui est assez large et qui du coup, on va aller se concentrer effectivement sur des fonctions, sur l'accompagnement de la personne, sur des capacités motrices, sur du développement, dans des métiers, enfin sur des domaines comme la neurologie, comme le sport. Enfin, c'est très très vaste, très très varié. La psychomotricité, qui est effectivement, elle, un petit peu différente, puisque on va allier dessus toute la partie développement psychomoteur, donc le lien entre toutes les maladies qui peuvent exister acquises, enfin plutôt innées, pardon. On peut parler de l'autisme, par exemple. On peut parler des troubles de l'apprentissage, comme la dyspraxie, la dyslexie, des choses comme ça, qui, sur un accompagnement spécifique sur la pédiatrie, on va vraiment essayer d'avoir ce point un peu plus spécifique avec des moyens qui vont être différents. Les moyens entre les professions sont très différents. Le kiné, globalement, on parle toujours du massage, mais il n'y a pas que ça, bien entendu, il y a plein d'autres choses. La psychomotricité, on va être peut-être un petit peu plus sur des éléments d'accompagnement à travers les activités artistiques, à travers les jeux, à travers des parcours des parcours de motricité. Donc, vous voyez, il y a déjà une petite différence entre les deux. Et puis, les psychomotes interviennent aussi sur les personnes âgées. On en voit pas mal dans les EHPAD, auprès de patients Alzheimer ou des patients qui ont des démences parfois. Donc, voilà, un métier aussi qui est très vaste dans la rééducation. Et puis, il y a aussi le métier d'ergothérapeute dont on va parler aujourd'hui, qui est aussi un métier de la rééducation, qui va vraiment analyser les difficultés de la personne dans son quotidien. C'est vraiment le focus qui est fait en ergothérapie, c'est vraiment les occupations du patient, qu'est-ce qu'il fait réellement dans son quotidien, de sa vie personnelle, sa vie professionnelle, et quelles sont ses difficultés, et qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place avec le patient, comment on va le réentraîner au regard de ces difficultés. Est-ce qu'on peut l'adapter un minimum son domicile ou pas du tout? Et est-ce que comment on adapte le patient à son domicile s'il y a besoin? Donc, des métiers qui agissent tous dans le même intérêt, vraiment améliorer la situation du patient quand c'est possible, du point de vue plutôt fonctionnel, ou l'accompagner en mettant en place des solutions de substitution si malheureusement le patient n'est pas en capacité de récupérer ces éléments-là. Et donc dans des domaines, dans des expertises différentes. Voilà, de façon très succincte, comment on pourrait séparer un petit peu les métiers. Après, voilà, peut-être que sur la partie kiné, je peux laisser d'autres professionnels développer, mais dans l'introduction, voilà ce que je pourrais dire déjà. D'accord, merci. Du coup, ça nous emmène aussi aux attendus métiers. On a parlé aussi avec les métiers du soin, mais là, c'est pareil. Ces métiers ont des caractéristiques propres qui font qu'effectivement, pour être bien dans ces métiers, il y a quelques attendus et quelques qualités qui sont au final nécessaires. Est-ce que vous pouvez, messieurs, nous parler de ces qualités qu'il faut avoir pour s'épanouir dans ces métiers? Oui, bah, je veux bien en parler. Alors, en effet, les qualités, elles rejoignent beaucoup les qualités de la première table ronde, où justement, voilà, il y a tout ce qui est capacité d'adaptation qui est important, être à l'écoute, savoir développer de l'empathie, avoir voilà, une communication qui est claire et loyale envers les patients que l'on soigne, et avoir aussi voilà, des soins consciencieux aux dernières données. Données acquises de la science, voilà, sans oublier qu'on a toujours des obligations de moyens, mais pas de résultats. Donc, voilà, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de qualités à avoir qui rejoignent les métiers du soin de la première table ronde. Et par rapport à la formation initiale, ce qu'on peut dire, c'est que il y a le versant théorique, mais il y a aussi le versant pratique qui est important à développer en formation initiale et qui est d'autant plus à développer en formation continue par la suite, en y associant toujours le côté préventif et promotion de la santé qui est essentiel aujourd'hui. Après, les attentes du métier, elles sont assez grandissantes. On peut voir différentes tâches qui nous sont encore dédiées aujourd'hui, comme par exemple, alors c'est spécifique à la kinésithérapie, mais c'est par exemple l'accès direct. Il va y avoir certaines pathologies où le patient ne sera plus obligé de passer en premier par le médecin, mais peut directement venir nous voir, comme par exemple tout ce qui est lombalgie commune ou encore les entorses de cheville.
Il y a aussi, par exemple, un nouveau droit qui nous est attribué fin de l'année 2023 qui nous donne voilà, la possibilité de renouveler une prescription d'activité physique adaptée sans passer encore par la case du médecin traitant. Donc on peut voir qu'il y a davantage de confiance envers les missions du sanitaire et social qui nous sont allouées plus largement. Je vais me permettre de compléter effectivement sur sur cette partie-là. La partie kiné, il faut vraiment s'attendre à être au contact proche des patients. C'est des patients qu'on touche énormément et on passe du temps avec eux. L'idée, on peut parfois avoir l'image qui est un peu caricaturale du kiné qui pose ses électrodes et qui s'en va. Mais c'est loin d'être ça, je vous assure. Il y a beaucoup de professionnels qui passent du temps avec leurs patients. Donc il faut, encore une fois, dans tous les métiers du soin, il faut aimer les gens, hein. On discute avec eux, on est avec eux vraiment de façon très, très proche. Donc la spécificité de kiné, c'est qu'on va les toucher énormément, on va les voir dénudés très souvent. Donc il faut quand même aussi être un peu à l'aise avec ça. Et c'est un métier qui va être très réflexif aussi. Donc il y a à la fois de la pratique, de la réflexivité. Donc c'est un métier qui est assez complet par rapport à ça. Il faut être prêt aussi parce que les études sont exigeantes, comme beaucoup d'études, mais celles de kiné le sont particulièrement. Un psychomote, effectivement, de par ses moyens d'action, il faut être aussi créatif. Il faut pouvoir être à l'aise avec des activités manuelles comme la peinture, comme le dessin, comme la musique, puisqu'ils peuvent utiliser ces différents moyens en fait pour pouvoir aussi avoir un accès aux patients. Mais chaque patient va être différent, donc les portes d'entrée peuvent être différentes, et donc c'est à travers ça, à travers ces activités plutôt créatives, en sachant qu'ils ont des bilans, les psychomotes ont des bilans qui sont assez complets, assez poussés, assez lourds, et des comptes rendus qui peuvent être aussi assez conséquents. Et donc, du coup, la part de l'écrit dans leur bilan est importante. Donc, il faut aussi avoir une possibilité de pouvoir écrire un certain nombre de choses. C'est souvent des bilans qui peuvent faire 2, 3, 4 pages. Alors, c'est toute cette difficulté après de synthétiser, et c'est aussi des besoins qui sont nécessaires dans ces professions-là. Et ergothérapeutes, finalement, euh, ils ont aussi une bonne capacité d'analyse, hein. C'est vraiment important de pouvoir prendre en compte un environnement complet. Et puis, ils ont une action aussi un peu plus entre guillemets, débrouillardise, bricolage, adaptation de certains éléments, de pouvoir effectivement aller manipuler des fauteuils roulants, aller proposer des adaptations avec des coussins, revoir des installations. Enfin, donc, vous voyez, chaque métier va avoir des petites spécificités par rapport à la fois son objectif d'intervention et ses méthodes d'intervention. Donc voilà, de façon un peu illustrée, en fonction un peu peut-être de si on est plutôt bricolage, plutôt on aime bien analyser les environnements, bah, peut-être un peu ergo, si on aime bien tout ce qui est activité manuelle, activité artistique, bah, peut-être psychomote aussi. Et puis quand on aime bien le contact aussi, vraiment rapprocher avec les gens, passer du temps, les mobiliser, porter, parce que ça peut être un peu lourd des fois ces patients-là. Et puis bah, les accompagner sur plein d'autres choses, bah, pourquoi pas kiné, voilà, c'est des métiers de la rééducation, ils ont tous leur intérêt. Après, c'est aussi en fonction de comment on envisage de passer du temps avec les patients, quoi. Oui, il y a bien des choses au-delà de l'aspect technique des métiers, et c'est beaucoup plus large, ça englobe bien d'autres compétences auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, notamment l'aspect rédactionnel, hein, vous l'évoquez, mais c'est à anticiper quand on se dirige par exemple vers psychomote, il faut absolument envisager ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous vouliez évoquer, ou bien on peut faire un focus sinon sur les formations? On enchaîne sur les formations, ça vous va? En préparant, vous aviez évoqué une tendance à l'universitarisation. Alors, qu'est-ce que ça implique, cette tendance? Et qu'est-ce que ça change justement en termes de candidats vers ces métiers-là? Alors, je vais peut-être prendre la main, effectivement. Du coup, moi, je dirige en fait un institut de formation de recherche en santé qui regroupe plusieurs métiers de la rééducation, dont parlait Thibaut. Donc, la kinésithérapie, la psychomotricité, l'ergothérapie. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres métiers qu'on n'a pas forcément cités sur la rééducation. Je vais parler de la pédicure et podologie, qui est un métier bien particulier, parce que là, on va se centrer sur le pied, mais qui est indispensable aussi, notamment tout ce qui concerne le diabète. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a vraiment un intérêt particulier à ce métier, qui est assez méconnu et assez repoussant, parce que quand on parle du pied, vous comprendrez que certains ont quelques hésitations. Il y a d'autres métiers auxquels nous, on ne forme pas dans notre institut, qu'on n'a pas évoqué non plus, mais je vais parler de l'orthophoniste, pardon, ou l'orthoptiste.
Donc là, on agit différemment. Il y a aussi la diététique, hein. Ce sont d'autres métiers qui viennent compléter les métiers de la rédu, qui c'est assez large. Comme le disait Thibaut, ce sont des métiers qui sont qui sont cousins, qui se croisent beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye, dès la formation, de les faire travailler ensemble. On travaille beaucoup sur l'interprofessionnalité, l'interdisciplinarité. On n'oublie pas les métiers aussi d'infirmière, hein, notamment on parlait de l'universitarisation pour faire le lien. Euh, sur Caen, il y a une expérimentation en cours qui regroupe justement tous ces métiers-là et qui permet de travailler ensemble. En partant du patient, le parcours patient, il fait appel à différents types de métiers et pendant la formation, on apprend à nos étudiants à travailler ensemble et à faire appel au bon métier, au bon moment, quoi. De ne pas s'arrêter juste à son champ de compétences et de ne pas faire le lien avec les autres métiers. Donc l'universitarisation, elle est importante. On a un métier, donc le kiné qui a été abordé, qui amène quand même un diplôme d'État, mais pas que. Il y a un grade master qui est délivré, hein. C'est une formation qui se délivre, qui se réalise sur 5 ans, après une première année universitaire. Donc en fonction de l'université, l'intégration est différente, hein. Par exemple, sur l'université de Caen, on va être sur une LAS, une licence d'accès santé. On fait une première année à l'université et ensuite on intégrera l'Institut kiné. À Rouen, c'est un petit peu différent. Il y a des parcours un peu plus diversifiés. On a la PAS, la LAS. Voilà, c'est des parcours santé où on peut intégrer aussi en faisant une licence en STAPS, par exemple. Donc sur 5 ans pour la kiné, pour les métiers qu'évoquait Thibaut, donc l'ergothérapie, la psychomotricité, la pédicure et podologie, on est sur des formations qui se font sur 3 ans, qui amènent un diplôme d'État également. Et dans le cadre de l'expérimentation que je mentionnais tout à l'heure avec l'Université de Caen, on délivre également une licence sciences du soin. C'est la même licence qui est délivrée pour les infirmières sur la partie bas normande qui font partie de cette expérimentation-là. Donc, ils bénéficient d'une double diplomation. Donc, il y a un lien important avec l'université, tout simplement parce qu'il y a aussi un aspect recherche qui est aussi attaché à nos formations. Pour parler, on va dire, admission, pour faire le parallèle avec les études d'infirmière tout à l'heure, on a la majorité de nos étudiants sur les formations 3 ans, ergo, psychomote ou pédicure podologue, intègrent en fait ces parcours-là via Parcoursup. Donc via Parcoursup, ils ont un classement et ils peuvent intégrer nos formations. Donc c'est chaque institut qui met le curseur à l'endroit qu'il souhaite en fonction des profils qu'on souhaite accueillir. Donc là, on est quand même sur des formations santé qui nécessitent quand même un bagage scientifique important, quoi. Donc on met quand même le curseur assez haut sur ces domaines-là. Pour autant, on intègre des bacs, différents types de bacs, hein. On n'est pas centré sur des bacs scientifiques exclusivement. On a également sur ces filières-là une admission pour des reconversions professionnelles. Donc avec la formation professionnelle continue, on a un nombre de places qui est attribué aussi pour ces parcours-là. On a des personnes qui vont venir de milieux très différents. Ça peut être de la réorientation, la reconversion, une infirmière qui veut devenir psychométricienne, mais ça peut être aussi un boulanger qui veut devenir psychométricien. Il n'y a pas de limite à ça. Après, on a un parcours qui est un peu différent pour les kinés, parce qu'on passe par une première année universitaire. Donc là, on émet des vœux et on est classé au sein de cette première licence Accès Santé, par exemple, à Caen. Et on intègre après les formations kiné. On a aussi possibilité, via des articles 25, ce qu'on appelle l'article 25, ce sont des reconversions pro également. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, on a intégré un infirmier qui intègre l'école en kiné, et puis un
quelqu'un qui était en reconversion en marketing. Donc, voilà, c'est très, très, très diversifié. Il y a évidemment des prérequis, effectivement, de base, et avec un dossier à remplir, une motivation. Il y a beaucoup, et ça, je tiens à le dire, beaucoup d'intérêt sur les métiers de la rééducation. Pour vous parler, on va dire, je vais parler de l'ergothérapie, par exemple. Sur la Normandie, il y a plus de 1200 candidatures pour une centaine de places réparties sur les instituts normands, quoi. Donc, pour vous donner l'attrait aussi qu'il y a sur ces métiers-là, en psychomote, on va être sur plus de 1500 candidatures pour une soixantaine de places. Donc, il y a peu d'instituts, à la différence par exemple, des IFSI, où il y a un maillage territorial qui est beaucoup plus conséquent. Il y a beaucoup de places. Nous, sur les métiers d'art éduc, on a moins d'instituts. Il y en a un à Lançon que je représente aujourd'hui, mais il y a également un institut à Évreux, à la MUS, et au CHU de Rouen. Donc, on a 3 instituts kinés, 3 instituts ergo également. À Rouen et à Alençon, on a la psychomotricité qui est représentée. Et uniquement à Alençon, on a la pédicurie podologie. Et après, en fonction, pour les autres métiers que j'évoquais tout à l'heure, la diététique, où on va être sur des formations qui peuvent se faire sur 2 ans ou 3 ans. BTS, BUT également en génie bio, parcours diététique et nutrition. Ça se fait à Rouen, ça se fait à Caen. C'est des formations qui peuvent se faire sur les 2 territoires. On a l'orthophonie se fait également à Caen et à Rouen, et avec une admission Parcoursup. Et l'orthoptiste, là qui est un peu plus spécifique, là se fait uniquement sur Caen, pour parler du territoire. Il y a des nombres de places assez réduites aussi, hein. On parle de 15 places uniquement sur la région. Donc des métiers très différents, des modes d'admission très différents aussi, de la reconversion professionnelle, des réorientations aussi. On intègre dans nos parcours une place aussi à des étudiants qui seraient trompés de voie, hein. On parlait de passerelles tout à l'heure. On a des passerelles aussi dans nos différents métiers. Alors, ça ne nous permet pas forcément d'arriver en 2e ou en 3e année de formation, mais ça permet d'éviter de repasser par Parcoursup. Oui. Et d'être noyé dans effectivement ces nombreuses candidatures, quoi. Donc, différents profils, et c'est aussi ça qui fait la diversité et la richesse des formations, c'est de pouvoir avoir des néo-bacheliers, mais pas que, hein, pour accueillir aussi des personnes qui ont un parcours différent et qui vont apporter une vision aussi différente au métier, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions dans le chat. J'aimerais bien que Martin puisse intervenir et puisse nous donner son avis aussi d'étudiant. Est-ce que Martin, vous voulez bien nous dire quelques mots sur comment vous vivez cette découverte du métier, quelle est la part de la théorie et de la pratique, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre formation? Ouais, du coup, je vais parler un petit peu plus de la formation. Donc maintenant, c'est 4 ans d'institut après la première année de faculté. Dans l'espoir où on n'a fait qu'une seule année, parce qu'il y a la possibilité, si on rate le concours, de refaire une 2e chance à la fac de Caen. Donc ça, c'est quand même important de le préciser. Il y a une 2e chance pour l'admission en kiné. Et ensuite, c'est 4 ans d'institut. Sur les 4 ans, on a 40 semaines de stage au total. Donc ça fait quasiment 1 an si on met bout à bout avec les vacances. Donc c'est quand même relativement important. C'est en moyenne 12 semaines chaque année de stage, qui sont partagés entre des stages en structure libérale et en structure plutôt hospitalière, ou en tout cas centre de rééducation, donc avec vraiment une équipe pluridisciplinaire et souvent des capacités d'accueil qui sont bien supérieures à celles du libéral et du matériel différent. Donc c'est intéressant d'aller voir un petit peu comment fonctionne tout ça, parce que c'est vrai qu'en libéral, on n'a pas forcément l'habitude de travailler avec tout le monde. Tous les professionnels libéraux sont un peu tous surchargés, donc on a du mal à communiquer entre nous. C'est vrai que c'est le vrai atout des structures. C'est facile de communiquer, tout le monde est là. Si on veut croiser le médecin ou l'ergo, voilà, c'est facile, on est tous dans le même lieu, on prend 5 minutes, on échange avec le patient, avec les professionnels. C'est quand même une richesse hyper sympa. Sinon, en termes d'études, il y a les 2 premières années, on apprend vraiment tous les gestes de base, toutes les techniques de base, l'anatomie, la physiologie, enfin, on apprend les bases. Et ensuite, à partir de la 3e année, on apprend
les pathologies, et du coup, on raisonne à partir de ce qu'on savait des bases pour savoir quelles sont les structures atteintes et comment on peut essayer de les traiter. Et pour rebondir un petit peu du coup sur ce qui a été dit, je pense que pour faire kiné, il faut aussi être, je vais dire, enquêteur entre guillemets, parce que le patient il a une plainte et c'est aussi une partie de notre travail d'aller chercher d'où vient sa plainte et quelles solutions nous non médicamenteuses on peut proposer. Nous, la kinésithérapie, on essaie vraiment de soigner le mouvement des gens, la façon dont ils se déplacent et la façon dont ils bougent de manière plus générale. Et notre champ d'action, c'est le mouvement. Donc, notre objectif, c'est de rétablir un mouvement qui n'est pas douloureux et qui est fonctionnel pour le patient, c'est-à-dire dont il peut se servir sans être limité dans sa vie de tous les jours. Donc, ouais, c'est important d'aimer chercher, d'aimer comprendre et d'aimer passer du temps avec les gens, parce que c'est vrai que sur certaines pathologies, c'est des gens qu'on peut suivre pendant plusieurs années, notamment en neurologie. Donc, c'est important d'aimer les gens, parce qu'on les voit souvent. Donc, il y a un vrai lien qui se crée. Quoi qu'on fasse, il y a quelque chose qui se passe. Il faut aimer ça, il faut être prêt à ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez les uns les autres ajouter quelques mots sur ces métiers, quelque chose qu'on n'aurait pas encore évoqué, qui vous paraît essentiel comme message à passer? Et est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire également sur ces métiers de la rééducation? Donc, il y avait une question sur, il y a des épreuves écrites et orales. Beaucoup, c'est Parcoursup, donc à la base, c'est un dossier écrit, on est d'accord? C'est un dossier écrit, effectivement, à la base, Parcoursup. À pas négliger, hein, faut vraiment avoir en tête que Parcoursup, beaucoup d'étudiants négligent la partie motivation. Il y a effectivement tous les résultats académiques qui prennent une part importante dans la candidature, mais pas que. Il y a toute la partie motivation, expliquer pourquoi on veut faire ce métier, quel est l'objectif. Et chaque institut, en tout cas à Alençon, on traite l'ensemble des dossiers individuellement, ils sont classés. Ouais. On a une équipe entière qui est dédiée à ça au moment de Parcoursup. Pour donner un ordre d'idée, on a plus de 15 personnes pendant pratiquement une semaine qui vont analyser les 700 dossiers qu'on va avoir, quoi. Donc on y apporte un intérêt particulier. Donc vraiment avoir en tête que les étudiants, il faut qu'ils prennent du temps à compléter Parcoursup. Et après, pour la partie kiné, c'est un classement qui est fait dans la licence Accès Santé pour quand vous êtes classé en fonction de vos résultats. Et vous émettez des vœux. Vous faites participer à la même année que médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Du coup, vous allez être classé en fonction de vos résultats de la licence et de la mineure santé. Et en fonction de vos résultats, vous allez accéder aux vœux que vous avez émis. Donc, pas d'épreuve orale pour cette première année universitaire. Pour la partie reconversion professionnelle dont je parlais tout à l'heure, réorientation, là, on va avoir effectivement, on peut avoir effectivement des échanges, un entretien oral et un dossier qui va être spécifique. Donc là, c'est une admission et ça, c'est précisé après. Chaque institut peut avoir une admission et peut demander des éléments différents, quoi. Ouais. On a juste une autre question par rapport aux places que vous avez évoquées. Beaucoup de demandes et peu d'élus. Est-ce qu'il est possible d'augmenter ces quotas? Est-ce que c'est prévu qu'ils soient augmentés? Alors, pour certains, on a des quotas, effectivement. Alors, j'aime pas trop le mot quota, mais on a des quotas qui nous sont des agréments qui nous sont donnés par la région, conjointement avec l'ARS. Pour partie des quotas, oui, il y a la possibilité d'augmenter ces quotas. Après, c'est bien sûr qu'on répond à un besoin. Je pense que le besoin, il est très clairement identifié sur les infirmières, les aides-soignants. Il y a pas trop, les chiffres sont assez criants de vérité. Je reviens sur l'étude tout à l'heure. Il y a aussi, on doit faire attention à pas former trop de professionnels. On l'a vu, il y a un déséquilibre aussi qui peut se créer à un moment donné. C'est pas parce qu'on a un besoin à l'instant T. Un kiné, ça se forme sur 5 ans, un psychomotricien sur 3 ans. Donc, il faut aussi regarder en ayant en tête ça. Mais oui, on peut augmenter ces quotas-là. Et c'est conjointement qu'on essaie d'y répondre avec les autres instituts sur la Normandie. Ouais. D'y répondre pour aussi donner des bonnes conditions à nos étudiants. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple. À Alençon, on a des promotions de 86 kinés.
il faut aussi penser au bien-être étudiant pendant la formation, quoi. Et au terrain de stage, en Tout à lien fait. aussi, parce qu'il faut qu'on puisse accueillir nos stagiaires. On a parlé d'apprentissage tout à l'heure. C'est un sujet intéressant pour nous. La réelle difficulté, et je rejoins Madame Bisson qui évoquait tout à l'heure, la réelle difficulté aujourd'hui, c'est que les employeurs, ça leur coûte très cher, sans aucune garantie de recruter le kiné à la fin de l'apprentissage. Donc il y a aussi des questions importantes à se poser aussi pour le développement de l'apprentissage sur ces métiers-là. Madame Bisson, justement, vous vouliez réagir? Oui, alors là, nous, au niveau des hôpitaux, mais aussi en dehors des hôpitaux, il y a plusieurs choses. Au niveau des hôpitaux, le service rééducation, réadaptation, et j'insiste sur les deux mots, sont primordiales. Nous, on peut pas, enfin voilà, c'est une partie prenante, ce qui fait que le patient ou la patiente vont plus vite, comment dire, récupérer. Nous avons beaucoup de personnes âgées et sans ces métiers de la rééducation et de la réadaptation, en fait, on n'avance pas à grand-chose, hein. Le métier technique soignant, infirmier et soignant ne suffit pas. Le travail pluridisciplinaire est intéressant aussi puisque l'ergo ou le kiné qui vont intervenir auprès de la personne va aussi pouvoir intervenir auprès de l'aide-soignant pour adapter du matériel, pour retrouver l'autonomie pour manger. Enfin voilà, il y a vraiment un travail, alors au sein de l'hôpital, mais aussi en dehors, parce que moi je vois j'ai une équipe mobile d'expertise gériatrique qui va en fait avec une ergo, une assistante sociale et une infirmière, vous voyez, donc 3 corps de métier complètement différents, mais qui travaillent et qui sont primordiaux, qui vont au domicile ou qui vont dans les cabinets médicaux pour faire de la prévention, pour éviter les hospitalisations, pour éviter, enfin tout ça. Voilà, on a quand même encore beaucoup de choses à développer sur ce domaine-là. Le aller vers, l'HAD qui va avec la mention rééducation, nous on y va parce qu'on y croit beaucoup. J'ai aussi envoyé des infirmiers, infirmières en formation kiné. L'avantage aussi d'avoir la double casquette, c'est que là, pour le coup, ça favorise encore plus le décloisonnement entre la réadaptation et la rééducation et les soignants soins, quoi, voilà. Ça, j'y crois beaucoup aussi. Et à l'heure où demain, on va avoir quand même une population âgée, voire très âgée, et qu'on encourage le maintien à domicile, je vois très difficilement le maintien à domicile sans tous ces corps de métier, en fait. Voilà, c'est pour moi, il y a un travail. Voilà, on veut que la population vieillisse bien, reste le plus longtemps possible, mais ça veut dire que à l'intérieur des domiciles, il faut qu'il y ait des gens qui puissent intervenir parce qu'on n'aura pas toutes les structures assez importantes en nombre pour pouvoir faire ce travail. Donc, effectivement, il faut des quotas pas trop importants, mais en même temps, ça serait bien quand même qu'on ait une vraie politique de maintien à domicile et du aller vers. Voilà. Ouais, vous illustrez bien les uns les autres la notion de parcours patient, hein. C'est vraiment ça, c'est une synergie entre vos différentes professions. Monsieur Sébir, vous voulez intervenir? Oui, c'est juste aussi, en fait, finalement, la richesse de ces métiers-là, c'est que les possibilités d'exercice sont extrêmement variées, que ça soit dans un cabinet seul ou à plusieurs, en étant sur un statut de libéral, que ça soit dans un hôpital, effectivement, dans des services, des rééducateurs peuvent intervenir soit dans des services aigus, soit dans des services plutôt de longue durée ou moyen séjour, que ça soit en centre de rééducation, pour accompagner les patients effectivement sur du plus long terme. Enfin, et les interventions sont très différentes. On parlait du domicile, voilà, que ce soit le kiné libéral, que ce soit l'ergothérapeute en libéral ou effectivement en centre de rééducation, qui vont au domicile du patient, que certains peuvent aller, quand ils s'occupent des enfants, directement dans les écoles aussi parfois. Donc voilà, c'est des actions qui sont très très variées, qui regroupent énormément de besoins et qui effectivement, compte tenu du vieillissement de la population normande, peut-être même plus importante que dans certains autres départements, euh, les besoins seront présents. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de chômage en kinésithérapie, concrètement. Il y a très très peu de chômage en ergothérapie aussi.
Et aujourd'hui, les psychomotes arrivent globalement à trouver aussi des postes sans trop de difficultés. Donc, en tout cas, voilà, on ne sait pas s'il y aura trop de professionnels un jour. En tout cas, aujourd'hui, on en a besoin. Oui, oui, oui. Alors, au niveau timing, on va devoir assez rapidement passer la parole à Alice Leroux pour qu'elle puisse nous parler des voies d'accès des financements. Je crois qu'il y a 2 dernières réactions, Julien Pan et Nathalie Ouais. Dupont. Je vous écoute. Moi, je voulais juste préciser effectivement sur les quotas, notamment qu'il y a effectivement, on a une réponse à apporter parce que l'ARS notamment fait un travail de zonage en fait pour savoir si effectivement on manque de professionnels et la cartographie pour les kinés sur la région est assez symptomatique, hein. On a des zones qui sont très sous-dotées. Donc en fait, oui, augmenter les quotas, mais augmenter les quotas pour répondre à nos besoins du territoire. Parce que répondre juste à l'augmentation de quotas, si on n'arrive pas à capter nos étudiants et leur donner envie de travailler sur notre territoire, on ne répondra pas à nos besoins initiaux. Donc augmenter les quotas, oui, mais surtout faire en sorte que nos étudiants qu'on forme sur notre territoire, ils restent sur notre territoire. Donc ça, c'est une précision importante. Et la deuxième, sur le vieillissement de la population, je voulais juste préciser que on a encore beaucoup d'étudiants qui arrivent dans nos formations en nous disant je veux faire la kiné du sport, par exemple. Je dois préciser malheureusement, effectivement, on parlait de vieillissement de la population, il y a beaucoup plus d'avenir en gériatrie que dans la kiné du sport. Voilà, pour faire quoi. Nathalie, vous aviez une dernière remarque? Oui, juste une dernière remarque. Il est important aussi, et ça c'est quelque chose qui me bat régulièrement, on ne remplace pas un kiné par une psychomote, on ne remplace pas une psychomote par une enfin, je tiens, quand on me dit bah, je te mets parce que j'ai pas, non, c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes choses. Et ça, il faut qu'on arrête de dire bah, je vais te mettre un appât. Voilà. Non, chaque corps de métier est bien spécifique et a son apport. Et ça, c'est du quotidien, c'est de la bataille au quotidien, quand même, dans les hôpitaux. Merci beaucoup C'est les une uns bonne les synthèse. autres. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour la richesse de ces échanges. On va passer la parole à Alice Leroux qui va rentrer un peu plus dans le détail sur les voies d'accès et les financements, le rôle de la région notamment. Alice, je vous en prie, je vous passe la main. Merci. Alors, je vais partager mon... C'est bon, vous avez bien l'écran total? Ouais, ok, super. Donc, effectivement, je suis donc Alice Leroux, je suis chargée de projet formation à la région sur le service des formations sanitaires et sociales, qui est l'un des services de la direction de la formation tout au long de la vie. Donc là, en quelques mots, je vais vous présenter globalement l'activité du service, les compétences de la région en matière de formation sanitaire et sociale, la présentation de l'offre de formation sanitaire, de quel métier et de quelle formation on parle, le financement du coût pédagogique par la région, les aides aussi pour les étudiants, les modalités de sélection. Alors rapidement, et on en a déjà quand même bien parlé sur les tables rondes qui viennent de se passer. Et enfin, je vais vous donner un site pour aller chercher de l'information et notamment toutes les formations de la région qu'on partage sur ce site. Donc très rapidement, les formations sanitaires et sociales, en 2022, au niveau de la région Normandie, c'est un budget de 61,5 millions d'euros, dont 53,6 millions d'euros en dotation de fonctionnement. Donc la dotation de fonctionnement, c'est ce qu'on donne aux établissements, en fait, aux instituts de formation pour qu'ils mettent en place les formations, et notamment pour les personnes dont le financement du coût pédagogique est pris en charge. C'est 7,9 millions d'euros pour les bourses sur critères sociaux. Sur les formations sanitaires et sociales, c'est 48 établissements de formation en Normandie pour environ 11 700 élèves et étudiants sur 2022, dont 5 942 boursiers et 306 personnes bénéficiaires de la rémunération. Donc, je vous parlerai de la bourse et de la rémunération sur la présentation. Alors, la région, son rôle, c'est de financer et de coordonner l'offre de formation du sanitaire et social. Donc,
C'est-à-dire, la région va organiser l'offre de formation, elle va déterminer la carte des formations, quelles sont les formations qui se déroulent à quel endroit, pour combien de places. Elle va aussi financer la formation pour les publics dont elle a la charge. J'en parlerai tout à l'heure, mais ça correspond à la prise en charge du coût pédagogique, du coût de la formation. Et elle accompagne également financièrement les publics en formation. Donc là, plutôt sur le reste à vivre pour les personnes qui sont en formation. Donc la carte des formations, donc il y a trois choses à prendre en compte. Le volume, donc ce qu'on disait tout de suite, les quotas. Donc c'est-à-dire combien de personnes formées sur chaque institut de formation. Donc pour les formations d'IDE, donc infirmier, masseur kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, le quota il est fixé par la région. Enfin par l'État, pardon. Dans le cadre d'échanges, voilà, l'État décide pas. Enfin, s'appuie aussi sur les retours partenaires dans la région pour fixer ce quota, mais c'est un quota qui est fixé par l'État, qu'on va appliquer nous ensuite en région. Et pour les autres formations du sanitaire, par contre, là, c'est la région qui fixe le quota au regard des besoins sur le territoire. La répartition, c'est-à-dire, voilà, on va se dire que à l'IFRES, il y aura tant de kinés formés, au CHU, il y aura tant de kinés formés, par exemple. Là, ça, c'est la région qui le détermine. Et le calendrier, la plupart des formations ont un calendrier académique, c'est-à-dire un calendrier qui démarre sur la rentrée scolaire classique, septembre. Mais on a aussi quelques formations qui démarrent sur le calendrier civil. Donc, on a notamment des formations d'aides-soignants qui commencent en janvier et des formations d'infirmiers qui commencent en février. Voilà, donc, sur notre carte de formation, en fait, on va définir à la fois le volume, la répartition et le calendrier. Alors, la région, en fait, va financer les formations, Alors, sur la spécificité des formations sanitaires et sociales, c'est que la région ne va pas financer directement la personne, mais va financer les instituts via ce qu'on appelle une dotation de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire que la région va donner de l'argent aux instituts de formation, va les financer pour que les instituts mettent en place des parcours de formation et notamment sans demander de participation financière pour les personnes dont la région a la charge. Donc, il y a certains types de parcours voilà, qui vont être complètement pris en charge et c'est défini en fait dans le cadre d'un règlement qui est voté par les élus que vous retrouverez sur le site dont je vous parlerai tout à l'heure, mais qui est tout à fait disponible au grand public pour aller voir les critères d'éligibilité, etc. La région, elle a une compétence sur les instituts du public, les instituts de formation du public. Elle n'a pas obligation à financer les instituts du privé. Elle le fait tout de même sur certaines formations, alors complètement ou partiellement. Par exemple, pour les aides-soignantes ou les infirmières ou auxiliaires de puériculture, que la personne, si elle est éligible au financement, soit dans un institut public ou un institut privé, sa formation va être complètement prise en charge par la région, si elle rentre dans les critères d'éligibilité. Par contre, il y a des formations où, dans les instituts privés, la région va proposer une prise en charge partielle. Donc, c'est-à-dire qu'il restera ce qu'on appelle un reste à charge pour la personne, notamment sur les formations d'ergothérapeute ou masseur kinésithérapeute. Et la région a fait le choix de ne pas intervenir sur certaines formations du privé, comme pédicure, podologue ou psychomotricien. Donc là, il n'y a pas de prise en charge du coût pédagogique par la région. Donc, il faut vraiment être vigilant. Ce n'est pas parce qu'une formation est agréée par la région qu'elle est forcément financée. Donc, ce que disait M. Pan tout à l'heure, il y a des agréments qui sont donnés par la région aux instituts de formation pour mettre en place des formations. Donc là, sur les formations du sanitaire et du social, tous les instituts, même privés, doivent nécessairement avoir un agrément de la région pour pouvoir mettre en place la formation. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cet agrément qu'il y a forcément une prise en charge financière. Voilà. Donc, quand on parle de formation sanitaire et sociale, à la région Normandie, on parle de ces 14 diplômes d'État. Ambulancier, auxiliaire de puériculture, aide-soignant, infirmier, manipulateur en électroradiologie, infirmier puériculteur,
cadre de santé, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, sage-femme, ergothérapeute, psychomotricien, pédicure podologue et masseur kinésithérapeute. Donc ça représente voilà, 9 295 places au total, avec financement et sans financement région. Alors, en termes de financement, la région va financer les parcours des personnes en poursuite de scolarité. Donc, ce qu'on appelle poursuite de scolarité, c'est des personnes qui n'ont pas quitté le système scolaire depuis plus d'1 an, ou des personnes qui sont titulaires du bac, du baccalauréat depuis moins de 4 ans. La région finance également les parcours des demandeurs d'emploi. Avec un petit point de vigilance, il faut que la personne ait bien un justificatif d'inscription à Pôle emploi. Et la région finance également les parcours de formation des salariés précaires, donc CDD, CDI de moins de 24 heures, tout ce qui est service civique, contrat aidé, etc. Voilà, ça, la région prend en charge. Voilà, toutes les informations vraiment sur le public pris en charge et les règles, en fait, sont disponibles dans le règlement d'intervention. Donc là, dans le PowerPoint, quand vous l'aurez, il y a un lien, mais je vais aussi vous parler du site sur lequel il est diffusé à la fin de ma présentation. Il faut toujours être en vigilance parce qu'il y a beaucoup d'évolutions juridiques ou politiques sur le secteur. Des évolutions juridiques, on peut avoir des décrets qui arrivent, qui font que nos règles changent, ou des décisions politiques, c'est-à-dire que les élus décident à un moment donné de prendre une décision sur les financements. Et donc, voilà, notre règlement, il est régulièrement mis à jour. Il ne faut pas se dire, je vais l'imprimer une fois, il est valable. Il faut vraiment aller voir à chaque fois en ligne, voir si on a bien la dernière version du règlement avec soi pour vérifier, voilà, voir s'il y a des évolutions. Un petit point de vigilance aussi pour les personnes qui accompagnent notamment des personnes en formation continue. Il y a 10 mois de carence entre 2 formations certifiantes ou qualifiantes financées par la région. On a notamment la situation régulièrement de personnes qui font la formation d'AESH, d'ASH, pardon, ADVF, autant pour moi, ADVF, qui, à la sortie de leur formation, postulent sur la formation d'AS, sont pris en formation, mais il n'y a pas de carence suffisante entre les 2 formations pour que la région prenne en charge le coût pédagogique. Donc là, on se retrouve face à des situations de personnes qui ont parfois déjà intégré la formation ou alors qui sont sur le point d'intégrer une formation et qui n'ont pas de financement. Donc il y a ces 10 mois de carence, tout simplement parce que la région estime que si elle finance une formation pour former à un métier, c'est qu'il y a besoin de professionnels de terrain en région et que la personne doit donc exercer quelques mois pour pouvoir, à minima, pour pouvoir de nouveau bénéficier d'un financement de la région. Ce délai de carence ne s'applique pas pour les personnes qui sont en poursuite de scolarité et pour les personnes qui n'auraient pas validé la certification, qualification de la formation précédente. Voilà, petit aparté. Alors, voilà sur les financements, très globalement ce que je peux vous dire. Après, voilà, il y a le règlement d'intervention, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous ou vers le numéro gratuit pour avoir plus d'informations. Si vous avez des questionnements, on est vraiment là pour répondre à toutes ces questions. Après, la région propose aussi des aides. Il y a notamment une bourse régionale d'études. Donc là, la gestion a été déléguée au Crous de Normandie. Donc c'est vraiment eux qu'il faut contacter. Il faut aller sur leur site pour pouvoir récupérer le dossier, etc. Donc c'est une bourse comme pour l'enseignement supérieur, attribuée en fonction sur critères sociaux avec des barèmes. Le montant varie de 145,4 € à 633,5 € par mois sur 10 mois de l'année. Il y a 2 mois de l'année pendant laquelle la bourse n'est pas versée. C'est aussi important de le préciser. Voilà. Et on propose également une rémunération, donc ce qu'on appelle la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue, qui existe déjà sur d'autres dispositifs. Là, sur le sanitaire et social, c'est plutôt à titre expérimental et ça s'adresse notamment à 3 formations, la formation d'AES, la formation d'aide-soignant et la formation d'ambulancier.
Donc là, c'est un montant de 723 € par mois et c'est directement géré par la région. Et c'est pas cumulable avec l'ARE, enfin, mais voilà. Là, dans le site que je vous donnerai aussi, vous retrouverez également le règlement des bourses et le règlement de la rémunération pour vraiment avoir toutes les informations. Il existe aussi d'autres aides. Donc, pour les personnes qui bénéficient de la rémunération, il y a une aide à la mobilité. Donc là, c'est un nombre, c'est un forfait horaire en fonction du lieu de formation et du lieu où réside la personne durant sa formation. Voilà, en fonction du nombre de kilomètres. Et il y a une aide au permis de conduire aussi. Donc là, voilà, c'est une information qui peut être transmise aussi. Donc c'est sur la préparation à l'examen pratique, donc sur les leçons de conduite en fait, maximum 50% dans la limite de 600 € des leçons de conduite. Et pour tous, Nomadcar propose une réduction de 50% sur l'abonnement, sur toutes les formations sanitaires et sociales. Et voilà, s'il n'y a pas d'hébergement sur l'institut dans lequel la personne suit sa formation, il y en a parfois, mais pas toujours, et qu'il y a un centre AFPA à proximité, les étudiants ou élèves peuvent demander à bénéficier d'un hébergement dans le centre AFPA. Concernant la rémunération, concernant les aides de la région, vous pouvez contacter le numéro qui est indiqué, le 02 32 76 38 35. Alors les modalités de sélection, bon, c'est très très court, hein. On en a déjà parlé avant. Sur les formations de niveau 3 et 4, donc c'est-à-dire niveau bac et infra, aide-soignant, auxiliaire de peur, ambulancier, etc., c'est l'inscription sur les sites des instituts de formation, une section sur dossier entretien. Pour auxiliaire de puériculture et aide-soignant, les instituts se regroupent au niveau régional. Donc il y a une seule inscription pour les candidats. Et après, ils vont se positionner sur plusieurs instituts par ordre de préférence. Voilà. Pour le niveau supérieur, donc effectivement, pour les personnes en poursuite de scolarité, c'est une inscription Parcoursup. Et sinon, inscription pour les personnes en formation professionnelle continue, justifiant de 3 ans de cotisation sociale, mais ça a déjà été indiqué tout à l'heure. C'est une inscription directement sur les sites des instituts de formation. Voilà, donc le site dont je vous ai parlé plusieurs fois, c'est le site des parcours un métier. Voilà, il y a le numéro gratuit aussi qui est indiqué. Donc là, l'offre de formation, les règles de financement, vous les trouverez, les informations sur les bourses et la rémunération, vous trouverez vraiment toutes les informations sur ce site. Il y a une catégorie vraiment spécifique aux formations sanitaires et sociales, mais pas uniquement. Il y a aussi sur toutes les formations de la région Normandie. Donc n'hésitez pas à aller consulter, n'hésitez pas aussi à appeler le numéro gratuit. Voilà, voilà. Nous, en tout cas, au niveau de la région, c'est vraiment par ce site-là qu'on diffuse l'information. Il n'y a pas d'autre source plus fiable que celle-ci. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Est-ce qu'il y aurait des questions de l'auditoire sur tout ce qui vient de nous être présenté sur les voies d'accès et les financements? Nous avons remis en conversation à la fois le lien vers Parcours Métier, le numéro gratuit qui est également indiqué. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques. Et puis sinon, en attendant des questions, moi, je vous partage aussi un outil dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle Destination Métier, où on peut aussi trouver des informations sur les métiers et sur les formations du secteur sanitaire. Donc très rapidement, je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc vous avez plusieurs onglets. Vous avez notamment un onglet S'informer sur les métiers, où là, vous allez retrouver notamment les informations sur le salon régional qui arrive, qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, si vous avez des publics que vous accompagnez qui se posent des questions sur ces métiers et qui veulent rencontrer les acteurs, eh bien, il y aura, comme l'a dit Monsieur Lenéché tout à l'heure, beaucoup d'acteurs des métiers du sanitaire qui seront présents et qui pourront montrer très concrètement leur métier, avec des démonstrations, des choses un peu ludiques aussi pour tous les publics, hein, pas seulement pour les scolaires. On pense beaucoup au salon pour les scolaires, mais c'est aussi pour les adultes. Et puis, on a également un
un onglet qui est dédié aux métiers de la santé et du social, sur lequel on va trouver notamment un guide de la santé, qui est un guide qui a été fait avec les acteurs du territoire et qui va reprendre toutes les infos sur ces métiers et sur toutes les formations qui existent dans la région et qui mènent à ces métiers-là. Donc si vous n'en aviez pas connaissance, moi je vous invite à aller le consulter ou à le télécharger. Il est vraiment assez complet. Il y a des infos très pratiques et puis il y a des témoignages aussi. Donc ça peut aussi donner envie et en tout cas être un bon moyen d'information. Sur ce site, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir notamment contacter ce qu'on appelle des ambassadeurs. On en parlait tout à l'heure. Donc, il faut se créer un compte. Et une fois qu'on s'est créé un compte, on peut aller chercher par secteur d'activité. Donc, évidemment, il y a le secteur de la santé qui est présent pour voir s'il y a des ambassadeurs dans la région. Et donc, vous voyez, 73 ambassadeurs dans le domaine de la santé en région. Et une fois qu'on est inscrit, on a accès au profil des gens. On peut cliquer et envoyer des messages à ces gens-là. Donc, si on n'a pas l'occasion de faire des portes ouvertes, des salons et de rencontrer des gens, on peut quand même prendre attache avec eux, faire ce qu'on appelle des enquêtes métiers. C'est important d'aller poser des questions très concrètes aux gens sur leur métier, sur leur parcours. Et on voit que vraiment, il y a une grande diversité. On voit qu'il y a des étudiants aussi, étudiants psychomotes, étudiants ergo. On peut aller poser des questions à ces personnes-là. Et sur cette même plateforme, il y a également la possibilité de trouver des stages, donc soit des immersions pour des collégiens de quelques jours, soit des stages un petit peu plus longs. Si je mets dans le domaine de la santé, vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets là, stage de découverte, mais aussi stage pro, stage d'études. Donc on commence à avoir des choses un petit peu plus longues. Voilà, je voulais vous montrer cet outil-là parce que c'est vrai que on est tout le temps à la recherche d'infos effectivement les plus fiables et les plus récentes. Donc sur le volet financement, accompagnement région, le site qui a été évoqué des parcours un métier, et puis là plus sur l'aspect info, cet outil qui est un outil de l'agence de l'orientation notamment, qui peut être vraiment très pertinent. Donc je vais vous mettre le lien dans la conversation. Et puis il nous reste 2 minutes, quelques minutes pour prendre des dernières questions. Donc surtout, n'hésitez surtout pas. Si vous avez là une question pour nos intervenants, c'est le moment. Ou si vous, intervenant, intervenante, vous avez un dernier message à passer, c'est aussi le moment. N'hésitez surtout pas à reprendre la main pour évoquer un dernier sujet qu'on n'aurait pas encore évoqué. Non, vous pensez qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a été assez exhaustif aussi. Moi, je remercie les auditeurs qui ont passé ces 2 heures avec nous. Peut-être certains vont écouter par morceaux pour mieux prendre le temps d'écouter tous les propos qui ont été tenus. En tout cas, je voulais vous remercier pour la qualité des échanges, pour la qualité des informations qui ont été transmises. Je pense que c'est une bonne mise en bouche pour ces métiers. Ça donne envie de poser d'autres questions et de vous recontacter par la suite. Oui, Nathalie, vous vouliez intervenir? Vous avez... Non, parce que vous aviez remis votre micro. Merci à tous, vraiment merci infiniment. Oui, merci à vous tous. Et puis surtout, vous n'hésitez pas. Je pense que vous avez tous mon adresse mail, du coup, vu que j'ai envoyé les éléments sur le lien. Donc, s'il y a d'autres questions pour plus tard, je peux les transmettre. Je peux faire le messager entre le public et les contributeurs. Merci beaucoup à tous et à toutes.